Il y a quelqu'un qui veut couper une tête, est-ce que ça vous intéresse ? Première phrase, mais véridique. Hein. Et donc là, ils me disent, j'écoute. Moi, je pense que le fait que les taux ont recommencé à baisser aussi rapidement, c'est-à-dire dès le début janvier... Et les vendeurs disent ça va augmenter. C'est clair, l'immobilier enrichit énormément. Si vous avez dû épargner 30 000 euros, vous auriez fait comment ? Vous auriez arrêté de manger, arrêté de sortir, vous auriez travaillé 3 fois plus. Là, vous avez mis en place votre système, c'est une capacité d'épargne quasiment sans effort, je connais rien de comparable. Voilà, on peut apprendre. Donc il n'y a aucune excuse, mais si vous le faites pas aujourd'hui, les années passent, elle se rattrape pas en immobilier et vous le regretterez demain. J'ai fait investir ma petite sœur qui travaille dans le social, elle a commencé avec un prêt étudiant. Là, elle a acheté un 2e appart. Et là, maintenant, elle me dit, là, je voudrais en acheter un 3e. Je lui dis, mais putain, tu gagnes 1500 euros par mois dans le social, comment tu fais ? Il suffit d'un oui en matière d'immobilier. Bon Manuel, bienvenue dans les locaux d'Imo Compare. On est super content de d'accueillir les précurseurs de l'investissement clé en main, parce qu'on compare toutes les sociétés sur Imo Compare, donc c'est top de pouvoir voir les initiateurs de ce mouvement-là. Merci Premièrement, sur l'interview, on va parler de toi, de ton parcours, comment t'es arrivé là. On va faire un petit vrai faux comme on fait avec tous les invités. On va voir si tu bottes pas. Ouais, c'est un peu l'objectif, okay. Mais gentiment. Ensuite, on va parler de l'investissement clé en main, un petit peu du secteur. Il se passe plein de choses en ce moment sur l'immobilier, mais aussi sur le clé en main. Et ensuite, Julien te posera toutes les questions sur ton parcours d'entrepreneur, mais aussi d'investisseur immobilier. Parce que c'est 2 secteurs dans lesquels tu as plutôt bien réussi. Donc d'abord, comment tu vas ? Super, l'année Génial. commence bien, donc on est content. Les investisseurs reviennent, ce qui était un peu moins le cas en 2023, donc on est content. On est optimiste pour 2024. Génial. Alors on commence direct par le vrai faux, comme ça on rentre dans le bain. Le concept est très simple, tu réponds juste par vrai ou par faux, on ne botte pas en touche, on essaye en tout cas. Alors c'est un bon moment pour investir dans l'immobilier ? Vrai. Faire un investissement locatif est plus intéressant que d'acheter sa résidence principale ? Ça dépend. Il est toujours possible d'investir sans apport en janvier ? Non, faux. Les passoires énergétiques sont une très grosse opportunité d'investissement ? Vrai. De plus en plus de sociétés d'investissement locatif clés en main vont faire faillite ? Vrai. Investissementlocatif.com va acheter certains concurrents pour continuer son développement ? Vrai, ça a déjà commencé. Les formations d'immobilier sur Internet sont des arnaques ? Faux. Il est possible de devenir millionnaire rapidement en investissant dans l'immobilier ? Plus ou moins. Vrai. Je vais dire vrai quand même, si on fait bien les choses. La crise de l'immobilier est une bonne chose pour le secteur de l'immobilier sur le long terme ? Faux. Avec la hausse des taux d'intérêt, l'investissement à haut rendement est la seule solution pour réussir son investissement immobilier ? Vrai, faux. On va en parler. La recherche du bien est la partie la plus importante d'un investissement immobilier rentable ? Vrai. Le redressement judiciaire de Mastéo, c'est logique ? Vrai. Ok, super. Plutôt pas mal sur les réponses. Est-ce que tu peux d'abord nous présenter, te présenter toi, présenter très rapidement ton parcours et comment tu es arrivé à monter investissementlocatif.com ? Donc je m'appelle Manuel Ravier, j'ai 37 ans au moment où on fait l'interview, et pourvu que ça dure. Donc j'ai commencé l'immobilier un peu par hasard. Donc moi j'ai étudié le droit des affaires et la finance, j'ai un double diplôme. Et après mes études, j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier avec mon associé Michael Zonta. Donc on est 2 à avoir fondé l'entreprise. On a commencé par gérer des biens à Paris et très rapidement, on a eu un client qui d'ailleurs était un professeur de finance de l'EDEC, de l'école de Michael, qui nous a dit « je veux développer mon patrimoine, aidez-moi ». Et donc on a trouvé un premier bien, on lui a assuré les travaux, on l'a décoré, on a tâtonné sur ce projet-là. Et il est sorti avec 7,5 de renta, je crois à l'époque, à Paris. C'était dans le 20e, rue des Solitaires. Dans le 19e, pardon, rue des Solitaires, au 40 rue des Solitaires pour être précis, tu vois, on se rappelle de sa première opération. Ça marche. Et de là, en fait, on a eu une demande d'abord en bouche à oreille croissante, et ensuite on a lancé le site investissementlocatif.com fin 2013, début 2014. Ok. Donc il y a tout juste 10 ans. Super. Et aujourd'hui, c'est quoi un petit peu les chiffres d'investissementlocatif.com ? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Alors, investissementlocatif.com, c'est environ 15 millions de chiffres d'affaires annuels. Et ça dépend comment on compte, parce qu'on a des salariés et on a des gens qui ont des statuts externes full-time, donc c'est un peu pareil. L'équipe, c'est entre 150 et 200 collaborateurs, on était plutôt à 200. Et là, l'équipe s'est un peu resserrée avec la crise qui a commencé à arriver début 2023. Voilà. Ok, super. On va faire la dernière partie que les invités n'aiment pas trop en général. C'est la possibilité de répondre à un commentaire négatif qui est laissé sur Trustpilot. On sait que ça arrive. Donc, je te le lis et après, tu peux y répondre et peut-être nous dire un petit peu ce que tu en penses. Pour le prix payé, je m'attendais à un bien meilleur suivi, une commission très importante qui n'assure aucune réactivité de leur part. Pour le prix payé, je m'attendais à un bien meilleur suivi. Ils sont très réactifs pour signer le contrat, aller vers la vente
aller vers la vente, mais la suite, et notamment la partie travaux, fut une des plus longues que j'ai vues. Les préparations d'architecte puis les travaux ont duré 8,5 mois, tout ça pour rénover un 80 m², c'est vraiment honteux. Sur un chantier comparable que je supervisais moi-même en embauchant directement l'entrepreneur et l'architecte, cela ne prit que 4 mois. Bon alors, une fois que ça s'est dit, je vais quand même relativiser un petit peu dans le sens où voilà, il y a quand même une grande majorité des commentaires qui sont positifs pour investissementlocatif.com. On sait que ça arrive et surtout, c'est vrai que la partie travaux, le risque n'existe pas et on remarque sur beaucoup de soucis d'investissement clé en main que ça arrive ce type de commentaires. Donc voilà, c'était juste histoire de remettre un petit peu dans le contexte. La première chose, c'est que je veux bien recruter cette personne pour accélérer la vitesse de nos chantiers. Non, je plaisante, mais il faudrait regarder au cas par cas. On l'a pas préparé avant, je sais pas, je connais pas le dossier. Oui. Je peux pas répondre sur le fond sur un dossier. Ce qui est sûr, c'est qu'on gère des travaux et c'est une des choses les plus challengeantes. On a des équipes d'architectes d'intérieur, il y a des entreprises de travaux derrière. On essaye de faire avancer les choses au plus vite. Il faudrait voir, quand il parle de 8 mois, est-ce que c'est avant l'acte authentique parce qu'on a commencé à travailler sur les plans en amont, donc déjà c'est peut-être un peu moins que ça. Est-ce que c'est vrai aussi ? Je ne remets pas en doute, mais parfois un client mécontent peut en rajouter parce qu'il veut faire mal, ce qui est légitime quelque part s'il a une mauvaise expérience. Donc c'est dur de répondre sur le fond. On a effectivement parfois des cas où sur les travaux ça peut être plus compliqué. On est aussi là pour rassurer les clients et pour les suivre. C'est-à-dire que si vous êtes tout seul face à une entreprise de travaux et que ça se passe mal, bah vous êtes tout seul. Alors que si vous êtes avec nos architectes et avec notre entreprise, on ne lâche jamais. Ça, c'est ma réponse. Donc, on sera là pour vous aider, vous accompagner. On cherche toujours des solutions sur ce cas-là. Voilà, mais je préfère que tu parles des 500 autres avis positifs. Mais effectivement, souvent, les clients regardent ou les prospects, surtout les avis négatifs, et ils ont raison. Mais il y a aussi beaucoup et surtout des avis positifs. Voilà. Clairement. Parce que vous faites combien de projets aujourd'hui par an ? Environ entre 500 et 600 projets par an. Donc forcément, il y a toujours, toi qui investis beaucoup dans l'immobilier, le risque travaux, il peut jamais être nul, il y a toujours des sujets. Même si vous le minimisez, c'est sûr que ça peut arriver que ça se passe mal pour une raison ou pour une autre. Et forcément, quoi qu'il arrive, j'imagine que le client sera mécontent. Ouais, et puis après, parfois, j'ai eu un commentaire, alors je ne vais pas trop parler que du négatif, on en parlera du positif après. Complètement. Mais j'ai un client qui était très content, qui nous avait mis un avis, tout le process était génial, et j'ai même retrouvé l'avis, et qui 3 ans après, parce qu'il a une petite fuite d'eau qui n'a rien à voir avec nous, va venir et se lâcher, parce qu'il essaie de faire pression, il voudrait qu'on paye. Je tiens à le répéter, l'immobilier, on s'enrichit énormément, on va en parler après, on s'enrichit beaucoup avec l'immobilier, et je m'enrichis en tant qu'investisseur avec l'immobilier. Nos clients s'enrichissent avec l'immobilier, mais l'immobilier, c'est vivant. C'est un bâtiment ancien. On investit dans l'ancien, donc on peut avoir une fuite d'eau qui vient d'au-dessus. On peut même avoir une fuite d'eau sur une canalisation, parce qu'on ne refait pas forcément 100% des canalisations, ça dépend des projets. On peut avoir un ballon d'eau chaude qu'on n'avait pas changé sur un projet, parce qu'on n'a peut-être pas tout changé, on ne change pas toujours tout, et qui va lâcher dans 2 ans. Est-ce que je suis responsable de ça, moi, Manuel Ravier ou Investissement Locatif ? Ça dépend. Si on a changé, nous, le chauffe-eau et qui casse sous 1 an avec la garantie contractuelle, oui, on va le changer. Si ça casse dans 3 ans et que malheureusement c'est un défaut du fabricant au bout de 3 ans, est-ce que je dois assurer à vie tout l'électroménager de nos clients ? Malheureusement, c'est pas comme ça. Et pour autant, dans l'esprit du client, parfois il croit qu'il achète une action en bourse et il se dit je comprends pas. J'ai eu un impayé 3 ans après, c'était même pas nous des fois qui gérions le bien, qui avons placé le locataire. Il a un impayé, il croit que c'est notre faute. Donc il faut faire la part des choses. Il faut se protéger que des assurances soient impayées. Si vous gérez vous-même le bien, si vous le faites gérer à notre société, on va vous le conseiller de toute façon. Il faut se dire qu'on a un petit fonds de réserve parce qu'il peut y avoir un ballon d'eau chaude qui casse dans 5 ans. Il peut y avoir une cage d'escalier que la copropriété décide de repeindre, même si parfois elle n'est pas si dégradée que ça. Voilà, c'est l'immobilier. On s'enrichit, mais il faut être capable d'investir dans ses actifs. Et ça, parfois, le discours est marketé, on donne envie aux gens d'investir, on leur explique les bénéfices. Et ils se disent, j'aurai jamais de problème. Et malheureusement, en immobilier, il y a des problèmes. Et moi, je l'ai subi aussi. Là, j'ai des dégâts des eaux. J'ai eu un dégât des eaux chez moi, à titre perso, là où je vis. Pourtant, tout avait été refait il y a 3 ans. J'ai un joint de radiateur qui a pété pendant mon sommeil il y a 2 jours. Inondation, parquet abîmé, etc. C'est chiant, mais c'est l'immobilier. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que justement, tu ne penses pas que les sociétés d'investissement clé en main, comme investissementlocatif.com, ont aussi ce rôle un petit peu de, pas d'éducation, mais de faire comprendre aux gens que l'immobilier, c'est un peu plus compliqué que juste investir dans une action en bourse. Moi, par exemple, il y a pas mal de vos confrères, certains de vos confrères qui, justement, dans les modélisations financières, où c'est le moment pour moi, on peut montrer à la personne que justement on met une petite réserve par an sur quelque chose et qu'ils le font pas et qu'ils mettent juste taxe foncière, charge de copro. Est-ce que chez investissementlocatif.com, justement vous faites un peu ce travail de sensibilisation, voilà, c'est le mot que je cherchais, auprès de vos investisseurs?
Alors on le fait, et puis on a plein de vidéos sur YouTube où je pense qu'on est aussi transparent. Après, on va aussi être franc et honnête. On est aussi là pour donner envie aux gens d'investir parce qu'ils vont beaucoup s'enrichir. Si on parle que des côtés négatifs, c'est comme dans un mariage. Si au moment la mariée dit ah oui, et puis j'ai ce mauvais caractère, etc. Voilà. Okay. Mais pour autant, moi je reste persuadé que l'immobilier enrichit énormément et enrichira énormément nos clients. Et c'est le sujet aussi. Tu parlais des formations. Je sais pas si tu as prévu d'en parler après. Normalement, oui. Bon, alors on y reviendra après. Je te donnerai mon avis là-dessus. Mais il faut donner suffisamment envie aux gens de se lancer parce que c'est important pour leur retraite, pour sécuriser leur avenir, pour leur patrimoine. Tout en parlant du fait que l'immobilier n'est pas une action en bourse. L'immobilier, c'est des bâtiments. Les bâtiments, c'est vivant et il faut malheureusement les entretenir. Voilà. Et justement, pour revenir sur la partie travaux et un peu plus positif, chez investissementlocatif.com, comment vous faites pour minimiser au maximum ce risque ? C'est quoi votre processus de réalisation d'un chantier ? Alors nous, c'est une question d'expérience. Ce qui est dur dans les travaux, c'est d'avoir les bons artisans. Nous, ça fait 10 ans qu'on s'entoure d'entreprises et qu'on n'a pas peur de sortir aussi d'entreprises. On a fait le choix, nous, de ne pas avoir l'entreprise de travaux en interne. Et à mon sens, c'est une erreur de l'avoir. Les cas Brick Me Up qui a fait faillite il y a un an, laissant une ardoise de 400 000 € quand même, qui était une boîte de travaux. Je ne sais pas si tu avais suivi ça. Ouais. Là, il y a le cas Mastéos qui est en redressement. C'est pas facile d'opérer des travaux. C'est pas facile de vouloir tout faire. C'est une bonne idée sur le papier, mais c'est pas forcément évident. Je leur jette pas la pierre, ils ont fait de leur mieux et voilà, mais c'est compliqué. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est on va faire ce pourquoi on est bon, on va faire toute l'architecture d'intérieur, la modélisation, le suivi, et si une entreprise de travaux, on se rend compte qu'elle est peut-être en difficulté moins bonne, on va pouvoir, sans avoir de problème à le faire, conseiller sur les chantiers d'après d'autres artisans à nos clients. Et c'est cette souplesse qui fait que on essaie de gérer au mieux cette partie qui est compliquée. Et comme je dis souvent, c'est une petite citation de moi, je dis une entreprise de travaux, elle est bien jusqu'à ce qu'elle soit pas bien. Ouais. Parce qu'en 10 ans, j'ai vu des gens qui étaient très solides dans les travaux. Et puis à un moment, là, je me rappelle d'un cas qu'on connaissait très bien, qui existait depuis des années. Et là, il commençait à me dire, un artisan, j'ai acheté un Porsche Cayenne à ma femme. Et vraiment, c'est ce qui s'est passé. 3 mois après, il était en dépôt de bilan. Parce que peut-être qu'il s'est emballé. Il s'est vu... plus gros qu'il était, peut-être, il a eu... voilà. Et le problème dans les boîtes de travaux, c'est qu'ils vivent avec les acomptes et que quand ça commence à être compliqué, ça devient un peu un Ponzi. Et donc voilà, donc c'est ce qu'on veut éviter à tout prix. Ouais. Et nous, on sécurise nos clients, on les aide par rapport à ça. Donc vous avez un suivi de vos artisans un peu, je sais pas, mensuellement. Comment vous faites pour suivre, vérifier la qualité, comment vous fonctionnez ? Alors on a un suivi de nos artisans par le biais de nos équipes travaux et on fait appel à une société qui les labellise pour vérifier leur solidité financière, que leurs papiers sont à jour, etc. Donc ça existe dans le bâtiment. Et même comme ça reste très sportif et il faut être à l'écoute des indices. Et après, c'est un métier. Ouais. Et le risque zéro n'existe pas dans l'immobilier. Il faut en avoir conscience. Mais on est là pour limiter le risque et supporter nos clients. Voilà. Super. On profite aussi de t'avoir pour avoir ta vision sur le secteur de l'immobilier, parce que tu as une vision en tant qu'investisseur, mais aussi en tant que dirigeant d'entreprise dans le secteur. Donc, c'est intéressant d'avoir ta position là-dessus. Pour toi, c'est quoi actuellement les gros défis du marché et comment ton entreprise s'y adapte ? Les défis du marché, ça dépend de pour qui. Ça dépend si on parle des acquéreurs, si on parle des vendeurs ou si on parle des sociétés qui sont dans l'immobilier au sens large. Les sociétés dans l'immobilier, donc les professionnels de l'immobilier, c'est clairement le volume, puisqu'on a eu une baisse assez forte du volume. Je crois que pour 2024, l'estimation serait en dessous de 900 000 transactions. On était à 1,2 million il y a 2 ans de transactions, donc ça fait quand même une baisse importante. Donc c'est un défi parce qu'on a tous recruté et même les notaires se sont mis pour la première fois à fermer des études, à licencier des collaborateurs. Donc c'est dur, hein. Cette crise elle est dure pour les volumes. Pour les vendeurs, le défi c'est d'arriver à vendre. On le voit qu'il y a moins d'acheteurs. La hausse des taux a impacté la capacité des acheteurs qui font face, tous les Français, hein, ou même d'ailleurs les étrangers, qui font face à une inflation incroyable. Dès qu'on va faire les courses, c'est plus cher. Tout augmente de manière importante. Donc ça grignote le budget des Français. Et en plus, on a la hausse des taux d'intérêt qui là grignote énormément. On parle d'une baisse de 15 à 20% de la capacité d'investissement. Je te prends un exemple. Je viens de faire une opération, moi, dans le 20e à Paris, parce que j'habite dans le 20e, et j'ai racheté 2 appartes coup sur coup. Okay. Je pourrais en parler. Et j'ai emprunté 600 000 € sur ma dernière opération. Et 600 000 €, je suis en TAEG à 4,90, je rembourse 900 000. Okay. Donc j'ai plus de 50%, donc je paye plus 50% pour les intérêts. Et si j'étais sur un taux à 1%, comme c'était le cas il y a 2 ans, je rembourserais, je ne veux pas dire de bêtises, je crois 750 000. Donc ma perte nette, elle est de 250 000 € d'intérêt. Alors après, tout ça, c'est nivelé pour plein de raisons, parce que ça passe en charge. Donc en vrai, ça ne me coûte pas 250 000 € de plus, mais moins que ça, c'est la logique d'investisseur, tu vois. Mais quand même, à un moment, il faut sortir l'argent, il faut faire face à la mensualité. Et donc,
clairement, le Français qui avait un budget de 600 000 € avant, il a plus qu'un budget de 450 à 500 000. Et donc, il peut plus faire l'opération. Les vendeurs ne veulent pas brader leur prix parce qu'ils ont connu des prix élevés pendant des années et qu'ils se disent « j'attends », ceux qui peuvent attendre. Et donc, on se retrouve dans un marché qui est bloqué. Et c'est compliqué. Alors justement, c'est quoi ta vision sur les prix de l'immobilier ? Il y en a qui disent que voilà, ça va pas baisser, que ça a baissé, que ça va pas baisser. Est-ce que justement cette perte de capacité a vraiment été pricée dans le marché ou pas encore, justement parce que les vendeurs ne veulent pas vendre ? Donc toi, c'est quoi ta vision sur les prix ? Est-ce que tu penses, sans faire Madame Irma avec la boule de cristal, c'est quoi ta vision un petit peu sur 2024 et sur les prix dans l'ancien ? Moi, j'aurais peut-être pas la même position que les autres. Okay. Ce que je pense, c'est que sur les 10 dernières années, les Français ont été énormément éduqués à l'immobilier. Tu vois, il y a votre site, votre podcast, énormément de vidéos sur YouTube, des gens qui ont vendu des formations, qui ont évangélisé le marché. On y a participé. Nous, sur notre chaîne YouTube, on a quand même 15 millions de vues. C'est beaucoup sur une niche immobilière. Clairement. Les gens se sont formés, ont appris. Il y a eu plein de choses qui ont poussé aussi le marché immobilier avec la baisse des taux. Donc, les gens s'y sont intéressés. En parallèle de ça, il y a plus d'inquiétude sur les retraites. On se dit, il y a des crises, les crises ça stresse, on veut se rattacher à quelque chose. Les retraites, on sait qu'on n'en aura peut-être pas, ou en tout cas, moi je pense qu'on en aura toujours, sinon il y a une crise sociale. Mais elles vont en tout cas fondre comme neige au soleil, on va devoir baisser les pensions de retraite, les gens vont être dans la misère, on va se parler franchement. Et donc les gens commencent à prendre conscience, ont pris conscience et ont appris à investir dans l'immobilier. Beaucoup de gens se sont formés, et le niveau de connaissance est absolument incroyable aujourd'hui par rapport à ce qu'il était il y a 10 ans. Vous le remarquez chez vos clients qu'il y en a qui arrivent avec beaucoup plus de connaissances On le remarque et c'est agréable et on y a participé. Donc on est aussi fiers à notre échelle, on n'est pas du tout les seuls. Et donc ce que je vois moi, c'est qu'on est sur un marché éduqué qui a eu le FOMO pour acheter de l'immobilier. Là, on est dans une légère crise, donc les gens se sont mis à attendre, mais pour autant les gens veulent investir. Et donc là, on voit que les taux recommencent à baisser. Moi, je pense que la reprise va être beaucoup plus rapide que ce que c'était sur les dernières crises immobilières, pour toutes les raisons que j'évoque. Et pour moi, la reprise, là, la fenêtre de tir, elle va être assez courte, avec des affaires à saisir. Parce que les vendeurs sont pas bêtes. Ils voient que les taux baissent, ils lisent la presse comme tout le monde. Et donc, ils comprennent que les acquéreurs vont revenir, donc ils vont tenir, en fait. Tu vois ? Ok, tu penses que... Ouais. Moi, je pense que le fait que les taux ont recommencé à baisser aussi rapidement, c'est-à-dire dès le début janvier. Et les vendeurs disent que ça va augmenter. C'est clair, avec beaucoup d'annonces des médias. Donc les vendeurs sont pas bêtes, ils lisent aussi la presse comme tout le monde. Et donc mon sentiment, c'est qu'au contraire, ça va les faire tenir un petit peu plus longtemps et qu'on va avoir une reprise du marché dès le second semestre en termes de peut-être pas de hausse de prix, mais de stabilisation des prix. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on peut faire des bonnes affaires. J'en ai fait. J'ai acheté 2 appartements quand même assez grands, plus une maison sur les 6 derniers mois, pour en parler. Ça, c'est des projets perso, mais ces appartements-là, je les ai achetés parce que c'était des vendeurs très pressés. Ouais. Succession. Le deuxième que j'ai acheté, Succession, avec une personne très âgée qui a encaissé l'argent, 78 ans, donc elle se dit, soit j'essaie de vendre cher et je profiterai pas de mon argent, soit je brade mon prix, mais je m'en fous, parce que je vais pouvoir enfin profiter de mon argent avant de malheureusement... Voilà. Donc son intérêt est de vendre. Donc moi, je suis arrivé avec une offre sans condition. L'agent qui me connaissait a dit justement au vendeur que ça allait aller au bout. Voilà, il a accepté la baisse. Tu vois ? Mais on n'est pas sur un marché foncièrement où tout le monde brade. On est sur un marché où les prix consolident de moins 5%, moins 6% à Paris. Peut-être un peu plus, ça dépend des quartiers. Et moins que ça en France. Mais où, sur certains secteurs, sur certains produits, parce que le vendeur est pressé, divorce, succession et qu'il n'a pas le choix, et c'est malheureux pour eux, il accepte une baisse plus forte si tant est qu'on apporte les garanties. Parce que le bien que j'ai acheté, par exemple, beaucoup de gens voulaient l'acheter. Il y avait une liste, en fait. Ah oui. Et je suis passé devant les autres parce que j'étais sans condition. Et ça me fait mal, parce que il y avait un petit couple qui voulait s'installer dedans. Malheureusement, ils en achèteront un autre, mais ils avaient un crédit, ils avaient un petit apport, le vendeur n'était pas sûr que ça aille au bout. Il ne voulait pas brader son prix pour des gens qui n'iraient peut-être pas au bout de l'opération. Alors justement, ces bonnes affaires, elles existent. Comment vous arrivez à les trouver pour vos clients chez investissementlocatif.com ? On n'est pas magicien, on dit toujours ce qu'on fait, on n'a pas fait Polytechnique, c'est le bon sens paysan, c'est du commercial. On a des chasseurs sur le terrain qui font du réseau. Et il faut juste être à la bonne source de l'info. Il faut parler avec des notaires, il faut parler avec des gardiens d'immeubles, il faut parler avec des agents immobiliers, il faut leur parler tout le temps, les inviter à boire un café, leur payer un resto, et qui pensent à toi en premier. Comme je dis souvent, en matière d'immobilier, il n'y a pas de lot de consolation. Le premier, il achète le bien, et le deuxième, on lui dit pas, désolé, t'es deuxième sur ton offre, tu as une moitié d'appart, tu n'as rien, tu as que des yeux pour pleurer. Donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à passer premier,
Et nous, on est là pour aider nos clients parce qu'on a la réactivité, des gens sur le terrain toute la journée. Et voilà, après, c'est un métier de sourcing, quoi. Et d'ailleurs, vous investissez sur quand même beaucoup de zones en France. Enfin, vous êtes l'un des acteurs qui investissez sur le plus de secteurs. Est-ce que pour toi, tu vois des secteurs qui se démarquent, qui sont intéressants? D'ailleurs, est-ce que pour toi, il y a des secteurs géographiques où il y a des opportunités parce que le marché est mal arbitré? Est-ce que ça existe ou c'est plus un fantasme? Et si oui, est-ce que tu vois des secteurs actuellement qui sont très intéressants? Alors ça existe et c'est marrant parce que ça change tout le temps. Et c'est la difficulté de notre boulot, c'est que il y a quelques années, on faisait beaucoup de projets à Lille, en région lilloise. On en fait encore, mais il y a eu un rattrapage des prix. Les prix ont monté. Avant, il y avait eu Bordeaux, il y avait eu Lyon. Lyon, on faisait beaucoup de projets. Les prix ont monté en flèche, donc on s'est dit, bah là, c'est plus intéressant, quoi, pour nos clients. Donc on leur a conseillé de plutôt aller à Paris pour du patrimonial. D'accord. Parce que Paris avait le même rendement, voire plus que Lyon. Et Paris, c'est Paris. J'adore Lyon. Hein. Moi, je suis savoyard. C'est ma région de naissance. C'est une très belle ville, mais Lyon face à Paris, c'est pas la même gamme économique. Paris, c'est beaucoup plus gros, il y a le tourisme, il y a plein de choses. Donc moi, je conseille plutôt à mes clients aujourd'hui d'investir à Paris qu'à Lyon. D'accord. On peut avoir des clients qui nous disent, moi, je veux absolument Lyon parce que je suis lyonnais, et c'est OK. Ils ont leur raison. Mais quelqu'un qui me dit, moi, peu importe, je veux du patrimonial, je vais plus le pousser à Paris aujourd'hui, par exemple. Aujourd'hui, nous, ce qu'on fait qui marche bien, on travaille bien en Bretagne. D'accord. On travaille toujours bien à Nice, même si les prix ont quand même bien rattrapé. Nous, mais on adore la Côte d'Azur. On pense qu'il y a beaucoup d'atouts sur Nice, notamment. On travaille bien à Toulon. Toulon, c'est un peu la ville de rattrapage. C'est la plus grosse hausse des prix sur un an. Donc, c'est assez incroyable. Il y avait plus 10% en pleine crise. Plus 10% sur un an pour Toulon. Donc, c'est une ville, qui se rénove avec des grands projets d'aménagement du centre-ville, etc. Et où on peut faire du Airbnb. Donc, c'est une ville intéressante. On a beaucoup fait Le Havre sur les 2 dernières années. Pareil, il y a eu un rattrapage, on continue, mais c'est plus aussi globalement incroyable qu'avant en termes de renta. On a beaucoup fait Saint-Étienne. D'ailleurs, demain, on a un webinaire, parce qu'on fait toutes les semaines, sur la ville de Saint-Étienne, qu'on adore cette ville, mais pareil, les prix ont quand même monté. Saint-Étienne a des problématiques aussi de tension locative, donc il faut être très prudent sur les secteurs qu'on choisit, parce que faire de la renta pour de la renta, sur papier, c'est pas toujours la bonne idée. Donc nous, on reste très central, et quand on est central à Saint-Étienne, on n'a pas 15% de renta. Il faut le savoir. Et après, non, je veux pas oublier des zones, quoi. Honnêtement, dans quasiment toutes les villes de France, on peut faire des belles choses. Oui, voilà. clairement. J'ai donné quelques pistes. Et moi, j'adore Paris. Et je pense qu'à Paris, il y a quelques opportunités. Et que je touche du bois, j'ai beaucoup de bien à Paris, que les prix vont repartir à la hausse. Et que la zone va redevenir très attractive dans les futures années. Voilà. C'est vrai que c'est intéressant comme point de vue, parce que c'est vrai que beaucoup de gens disent si vous voulez faire de l'investissement locatif, n'allez pas à Paris, ça sert à rien. T'as une vision un peu différente, et justement peut-être qu'avec les prix qui ont baissé, ça redevient un petit peu intéressant. Tout dépend de ce qu'on appelle intéressant. Okay. Donc en fait, il n'y a pas une stratégie pour investir, il y a une stratégie par investisseur. C'est-à-dire que quand j'achète à Paris, même dans le 20e, j'ai pas de rendement. Je ne cherche pas un rendement, en fait. Je sais que j'achète un prix que je peux revendre plus cher demain, même instantanément, parce que j'ai très bien acheté. Je sais que le bien va se valoriser. J'achète un quartier aussi. Je sais que là où j'achète dans le 20e, c'est là que je vis. C'est un quartier où ils sont en train de nous faire une coulée verte. Il y a le restaurant Pizza Pépé, meilleure pizzeria du monde. Il y a la meilleure boulangerie de France, M6 2023. C'est installé là. Le quartier se boboise. C'est un marché de report du 11e. Je connais très bien le 11e. On a nos bureaux dans le 11e. Donc en fait, si tu veux, on avait la communauté gay dans le Marais. C'est devenu trop cher. Ils ont bougé dans le 11e. Et là, ils commencent à bouger aussi dans le 20e. D'accord. Et ça, c'est un super indicateur parce qu'ils ont un pouvoir d'achat. Il y a une sécurité quand ils sont présents. Il y a plein de raisons positives et donc c'est top. Donc pour moi, il y a des indicateurs et je me dis, ce quartier-là, il va prendre de la valeur. Voilà. Donc tu vois, il y a une stratégie. On n'investit pas à Paris pour le rendement. On investit à Paris parce que c'est un placement patrimonial. Il faut être en mesure de mobiliser plus d'apports. Ça correspond à des gens qui ont déjà peut-être plus de capital. C'est pas pour un jeune qui démarre. Je lui conseillerais pas, je lui déconseillerais d'aller à Paris. Tu vois. Donc moi, en fait, c'est assez simple. Un jeune qui démarre, qui veut se constituer sa retraite, et c'est génial. Le jeune actif, il démarre, c'est très bien, je vais l'encourager. Je vais le pousser plus vers des villes à rendement mixte ou à rendement. Donc nous, on sera toujours safe sur les rendements pour que l'opération s'équilibre avec peu d'apports. D'accord. Un cadre qui a déjà un capital, qui a peut-être déjà eu, je sais pas, qui a parfois un apport parce qu'il a une succession, parce qu'il est expatrié ou des choses comme ça, et qui veut faire du patrimonial, je vais l'emmener à Paris. Ou à Bordeaux, par exemple, ou à Nice. Et on va pouvoir faire des choses bien qui seront moins rentables, mais où il va être sécurisé de pouvoir revendre facilement. Et où, à terme, ça devrait se valoriser. Encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal. Mais Paris, vu la tension sur les logements, il n'y a pas vraiment de sujet.
J'aimerais bien aussi revenir un petit peu sur Lyon. C'est vrai que l'augmentation des prix sur les 5 dernières années, elle est hallucinante. Est-ce que pour toi, c'est carrément une bulle et si oui, comment elle s'explique sur Lyon? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors Lyon, c'est assez marrant parce que c'est un marché que j'ai découvert. Nous, on avait des bureaux à Lyon. C'est un marché où il y a énormément de professionnels de l'immobilier qui vivent à Lyon. Okay. Je ne sais pas si tu le savais, mais il y a plein de gros groupes immobiliers qui ont leur siège à Lyon. C'est assez incroyable. Et la proportion de gens qui travaillent dans l'immobilier à Lyon, elle est très élevée en ratio. Plus qu'à Paris et plus que dans d'autres villes de France. Ça, c'est moi qui le dis. Je n'ai pas de chiffres, mais je peux te dire que pour avoir rencontré des groupes, nous, tu le sais probablement pas, mais on a aussi des sites de logement étudiants. C'est une de nos branches, une de nos filiales. Et là, nos clients sont des résidences étudiantes ou des groupes de promoteurs. Et notamment des groupes de promoteurs qui sont à Lyon. Voilà. Donc c'est aussi comme ça que je m'en suis rendu compte. Et je m'en suis rendu compte il y a assez longtemps. Et en fait, il y a beaucoup de marchands, il y a beaucoup de marchands lyonnais qui travaillent à Lyon. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'augmentation des prix, il y a eu effectivement une bulle. Et les marchands se retrouvaient à acheter à n'importe quel prix en se disant on revendra plus cher. Et beaucoup de marchands ont bu la tasse et ont dû revendre même à perte lors de la crise. Donc je pense que c'est une des réponses. Après, c'est une super ville attractive et je pense qu'il y a aussi une ville, c'est la deuxième capitale économique de France. Clairement. C'est une ville où il y a beaucoup d'argent, c'est une très belle région. Donc il y a des raisons d'investir à Lyon. Mais je pense que les prix se sont un peu emballés. On arrivait sur des prix parisiens à certains endroits et pour moi, c'est quand même pas Paris. Voilà. Ouais, complètement. Et justement, sur ces rendements, tu as bien expliqué, je trouve, la différence entre patrimonial et rentabilité. Est-ce que quand même, avec les taux d'intérêt qui sont autour de 4-5%, c'est intéressant d'emprunter à ces tarifs-là pour acheter un bien, un rendement qui est à 3% à Paris. Alors oui, il y a l'augmentation aussi du foncier, mais quand même, est-ce qu'on se dit en plus avec les charges, etc., est-ce qu'au final, je ne perds pas de l'argent? Bonne question. Déjà, on essaie de faire mieux que 3%. D'accord. Donc ça dépend. Si tu nous demandes le 6e arrondissement de Paris, et là, tu auras 2,5-3% parce que ça sera déjà bien dans le 6e. On essaie de faire plus que 3%. On est capable à Paris d'aller entre 3 et 5, 5,5 selon les quartiers. Après, bon, il y a Paris et Paris. Et le sujet, en fait, c'est que quand j'achète moi, par exemple, mon bien, pour reparler de moi, pour faire le parallèle, je sais que je vais renégocier ce taux. Donc c'est pas un problème pour moi. Ce que j'achète avec un TAEG 4,90, je vais le porter 2 ans. C'est ça le vrai sujet. Je sais que j'achète pas cher avec des taux élevés, mais je sais que dès que les taux baissent, et ça a déjà commencé, je vais renégocier et j'espère à terme avoir un taux à 2, 2,5 après renégociation avec ma banque. Et il faut savoir qu'en France, c'est le seul pays dans le monde où tu as des clauses pour les particuliers qui encadrent les pénalités de rachat anticipées. Donc c'est-à-dire que concrètement, je fais racheter mon crédit. Dans tous les pays ou sur des crédits pro, on va te dire je peux te mettre une pénalité de 3% de la valeur du bien, ce qui est parfois énorme. Et sur des particuliers en France, c'est encadré à 2 trimestres d'intérêt. C'est même pas 2 trimestres de mensualité. Donc si j'ai 1 000 € de mensualité par mois, 2 trimestres, donc ça fait 6 mois, ça fait un semestre, ça fait 6 000. Et c'est pas 6 000 la pénalité, c'est la partie intérêt sur ces 6 000. Donc c'est-à-dire, je sais pas, 300 € par exemple par mois, c'est-à-dire 1 800 €. Donc tu peux faire racheter ton prêt pour quasiment rien. Donc en fait, c'est intéressant parce que tu vas avoir le double effet qui se coule, tu achètes pas cher, et ça, ton prix, il va pas monter dans le futur, et tu vas renégocier ton taux, donc en plus, ta mensualité va baisser, elle. Et en plus, on sait que dans l'immobilier, on le voit en ce moment, ton loyer a tendance à augmenter tous les ans, il est revalorisé avec l'indice IRL en période d'inflation. Ouais. Et donc là, aujourd'hui, ça a été 3,5% les revalorisations, bloquées à 3,5%. Je peux te dire, quand tu as tous tes loyers comme nous, qui augmentent de 3,5%, c'est bon. Alors, c'est moins sympa quand tu es locataire. Oui, c'est clair. Mais quand tu es investisseur, tu as emprunté à taux fixe et tu as tous tes loyers qui augmentent. Voilà. Et après, dernière petite astuce, moi, ce que j'ai fait pendant la crise, c'est que j'ai restructuré ma dette. Donc, j'ai beaucoup de dettes. Je crois qu'on en parle après. J'ai acheté beaucoup de biens. Je continue d'en acheter. J'adore ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la clause de modularité sur tous mes prêts. Donc, sur simple demande à ton banquier, tu peux réétaler tes prêts de 10% de temps en maintenant ton taux. Ce qui veut dire que j'avais des prêts sur 20 ans que j'ai remboursés depuis 3 ans, donc il me reste 17 ans à rembourser. J'étais sur un taux à 1%. Par simple demande à mon banquier, et il ne peut pas le refuser pour des prêts aux particuliers, attention, je vais te dire la subtilité, je peux réétaler donc de 17 ans à 17, enfin 1,7 ans, mais comme c'est en mois, c'est encore un peu différent. Bon bref, je rajoute un peu moins de 2 ans de durée, et ma mensualité qui était à 1000, elle passe à 1000 moins 10%, donc à 900 € de mensualité. Ah ouais. Ah oui. Et donc quand tu as beaucoup de prêts, ou même sur un, d'ailleurs là j'étais hier avec une copine
qui me disait qu'elle galérait parce qu'elle a une situation complexe sur sa résidence principale, donc rien à voir avec du locatif. Mais elle me racontait séparation compliquée, mensualité de 2 200 € par mois sur leur crédit. Elle me disait, je vais peut-être pas pouvoir garder le bien. Pour un peu d'argent, c'est dommage. Je lui dis, en déjà, t'écris à ton banquier, instantanément, moins 220 € par mois. Magnifique. Ouais. Tout en sécurisant ton taux initial de 1%, si tu avais 1%. Donc ça, pour moi, c'est de la gestion financière. Tous les investisseurs devraient le faire. Tu vois, sur simple demande. Et après, la deuxième chose, c'est que si ton banquier refuse, moi j'ai eu un refus d'une banque parce qu'on était en moins bon terme, il ne voulait plus me prêter. Donc je lui ai dit, écoute, je vais courter l'assurance. Il n'a pas aimé. Il a voulu refuser, c'était sur une ESCI, mais le contrat précisait qu'il devait le faire, sauf s'il motivait sa décision. Donc sa décision, je me suis renseigné, je lui ai dit, comment tu dois motiver ta décision ? Ça dépend de la santé financière de l'emprunteur. Je lui ai sorti mes bilans, mes comptes, etc. Il ne voulait pas. J'ai écrit une lettre au médiateur du crédit. Et c'est dommage d'en arriver là, mais c'est un peu un rapport de force. Et là, non seulement il l'a fait de 10%, mais même plus, sans que je demande. Il m'a dit, maintenant, c'est 3 ans que tu peux le faire. J'en attendais pas tant. Donc, un prêt où il me restait 17 ans, il me le rallonge de 3 ans. Donc là, c'est encore une plus grosse baisse. Je vais baisser de 20% ma mensualité. C'est incroyable. Magnifique. Donc là, quand tu fais ça quand tu es un investisseur et que tu fais ça sur des prêts, ça va avoir plusieurs incidences. En un, pour ton IFI, tu réétales sur la durée, donc tu décales ton IFI. Donc ça, c'est bien. En deux, tu sécurises ton taux. Donc, tu as du cash gratuit à 1% si tu es à 1%, que tu vas pouvoir réinvestir ou thésauriser ou investir ailleurs ou refaire un apport pour autre chose. Et en 3, ton taux d'endettement baisse instantanément, puisque tu as moins de crédits, les mêmes loyers, donc tu vas avoir un meilleur taux d'endettement, tu vas pouvoir refaire des projets. Donc pour moi, c'est ne pas le faire. J'invite vraiment tous les gens qui nous écoutent à exercer leur clause de modularité avec un petit message dans la messagerie sécurisée de votre banque dès aujourd'hui. Et est-ce que pour toi, tu nous parles justement des conditions de financement, on a parlé des villes en France, est-ce que pour toi, même avec le LMNP, la France c'est un peu le paradis de l'investisseur immobilier où il y a encore beaucoup de choses qui sont embêtantes, on sait qu'il y a l'encadrement des loyers, il y a plein de choses qui peuvent être embêtantes. Est-ce que pour toi, la France reste quand même un super pays pour investir ? Pour moi, c'est un super pays, même si le LMNP, il faut quand même regarder parce qu'il pourrait y avoir des changements à court terme. Il faut pas mettre la tête, pas faire l'autruche. C'est un super pays. On peut investir à travers des SCI, également à l'IS, on peut faire plein de choses. Mais on a la chance d'avoir un pays où on a une stabilité économique quand même. Les prix plongent pas, même en pleine crise, alors que dans d'autres pays, ça peut plonger. Pourquoi ? Pour plein de raisons, mais pour des raisons d'emploi, où les gens sont en CDI, où il y a des systèmes de chômage, où on a beaucoup de fonctionnaires, ce qui est à la fois négatif, mais ce qui apporte une résilience en période de crise. On est sur un pays où les prix ont tendance à monter de manière continue. Regardez les courbes, c'est pas linéaire, attention. Il y a des petites consolidations, petites ou un peu plus grosses. Et c'est normal, mais les prix repartent toujours à la hausse. On est dans un pays où on peut avoir des bons rendements, où on a de l'argent à taux fixe, à des très bons taux, avec des clauses de modularité. On peut renégocier son assurance emprunteur. C'est juste fabuleux. Donc, il y a plein de choses à faire. Mais il faut se renseigner, se former ou déléguer. Mais il faut en tout cas s'y intéresser. Si on le fait comme je dis, à la papa ou à la pépé plutôt, comme à l'ancienne, on achète un bien en location nue, on le met en location nue, on paye des revenus fonciers, des impôts fonciers. On paye des impôts sur les revenus fonciers, pour être plus précis. Là, effectivement, on se fait saigner par les impôts, on n'a pas de rendement. C'est peu intéressant. Si on le fait bien comme il faut, on s'enrichit beaucoup avec l'immobilier. On a de la chance. Tu parlais aussi de renégocier après tes taux sur tes emprunts avec une certaine confidence et une assurance là-dessus. Qu'est-ce qui te rend si confiant sur le fait que les taux vont baisser et vont revenir à 2% économiquement ? Sans faire Madame Irma, je vous invite à regarder mes vidéos, mes stories et tout. D'il y a 1 an, 2 ans, j'ai annoncé exactement le scénario, même quand on me disait non, mais pas du tout, etc. Pour une raison très simple, moi je suis juste logique. Quel est l'impact aujourd'hui d'avoir des taux élevés auprès de la BCE, des taux de financement élevés pour la BCE ou la Fed ? L'impact, c'est que ça grippe l'économie mondiale. Ils le font pas pour l'immobilier, la baisse des taux. Ils le font parce qu'ils ont besoin de faire de la relance économique, parce que si on est en crise économique, que la croissance s'arrête en Europe ou aux États-Unis, ça handicape la croissance mondiale, mais surtout dans ces pays-là, politiquement, ça met en difficulté politique les leaders politiques. Pourquoi ? Parce que les Français galèrent à faire leurs courses, ça peut avoir un impact fort sur l'emploi. Donc voilà, donc il y a un moment où ils sont obligés de desserrer la bride pour que les entreprises investissent, pour que les banques prêtent de l'argent et pour que le marché reparte. L'immobilier plus la construction, c'est aussi presque 10% du PIB en France. On comprend bien que quand l'immobilier se grippe, il y a moins de taxes qui rentrent sur les droits de mutation. Il y a eu plein d'emplois détruits dans l'immobilier. C'est des gens qui payaient des charges sociales, des charges patronales. C'est des entreprises qui payaient de la TVA, qui payaient de l'IS, tu vois. Donc, il y a un moment, ils ne peuvent pas freiner l'économie de manière illimitée. Ils l'ont fait
pour limiter l'inflation, mais ils sont obligés de desserrer la bride. Non pas encore une fois pour l'immobilier. L'immobilier, ça arrive en cascade sur les taux IMO, mais à la base, c'est vraiment les taux directeurs des banques centrales et de la Fed qui ont intérêt à relancer l'économie. Et c'est pour ça que depuis le début, je dis ils ne pourront pas indéfiniment flinguer l'économie. On ne peut pas. On ne sait pas faire autrement en termes de politique économique. Je ne suis pas un grand économiste, mais je regarde quelques économistes. On ne peut pas faire autrement aujourd'hui que faire de la politique de la relance en ayant de l'argent peu cher dans le système actuel. Voilà. Jusqu'à même, tu penses, aller vers des taux négatifs comme on les avait vus ou... Bon, peut-être non, pas se pencher jusque-là, mais okay. Je pense que là, ils ont quand même compris et que dans le signal envoyé, ils veulent éviter quand même une surchauffe, donc ils vont être plus mesurés. Okay. Moi, mon hypothèse, c'est qu'on redescendrait autour de 2-2,5%, ce qui serait déjà très bien. Okay. Voilà. Pour revenir sur le sujet plus immobilier, un peu plus micro, sur le marché, on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se lancent sur l'immobilier fractionné, donc... on achète une obligation pour investir dans l'immobilier. Entre guillemets, on achète une fraction d'un bien immobilier, même si techniquement, c'est pas exactement ça. Il y a aussi l'immobilier tokenisé avec la blockchain. Est-ce que tu penses que c'est le futur de l'investissement ou c'est juste plutôt un effet de mode? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à ces investissements-là? Je pense, je vais peut-être pas me faire des copains, mais je pense que c'est un effet de mode, le côté tokenisé. On en parlait d'ailleurs avec quelqu'un que vous connaissez récemment. Et en fait... Le sujet, c'est que oui, il y a un effet de mode. Et pour lever des fonds, par exemple, si à un moment tu disais on est dans le token, on est dans l'IA aujourd'hui, et l'IA, c'est un vrai sujet. Mais si tu rajoutes le mot IA, il y a des boîtes qui changeaient de nom pour rajouter justement le côté blockchain à un moment, et tout de suite ça marchait. C'est bien évidemment très intéressant, la tokenisation, la blockchain, etc. Mais ce qui compte, c'est le sous-jacent derrière. C'est-à-dire que la SCPI le fait déjà très bien, de l'immobilier fractionné. C'est une modernisation de la SCPI, ni plus ni moins. Voilà. C'est-à-dire un fonds qui achète plein de biens immobiliers, qui est géré, et ensuite qu'on fasse une SCPI, de la blockchain, du token. Oui, ça accélère un peu la liquidité, bon, ok. Mais qui est le gérant derrière? Parce qu'il y a aussi ça. Est-ce que les actifs sont bien choisis, sont bien sélectionnés? Donc ce que je pense, c'est que peut-être à terme, on sera plutôt sur des SCPI qui vont aller vers ce système, avec des gérants sérieux, peut-être des gros gérants qui feront des bonnes opérations pour leurs clients, comme ça existe aujourd'hui dans certaines SCPI, et qui vont se moderniser et rajouter une surcouche de blockchain. Mais ça ne sera pas révolutionnaire, selon moi. Super intéressant. Voilà. Ouais, on a commencé à regarder un petit peu quelques acteurs aussi qui faisaient de la blockchain, mais c'est vrai qu'il y a aussi une limite technique quelque part pour l'instant. Et légal. Il y a peu d'acteurs qui arrivent à faire en sorte que la blockchain soit intéressante maintenant dans l'immobilier. Ils commencent à le faire, mais bon. Je sais pas si tu vois, il y a Realty. Ouais. Je sais pas si tu as déjà essayé d'investir. Non. Moi, je fais partie de ce qu'on dit souvent avec Mickaël, on a le bon sens paysan. D'accord. J'aime posséder un bien, me dire que je m'en occupe, et voilà. Okay. Donc, super. Le voir. Parce que le problème de ces fonds ou de ces choses-là, c'est qu'on ne sait pas toujours dans quoi on investit. Il y avait une société là, qui avait fait un bad buzz parce qu'en fait, on ne possédait pas l'immobilier, on possédait des royalties d'une société. Tu as suivi mon regard. Et en fait, on n'avait aucune garantie. On avait un contrat, une royalties, mais même si la société fermait, on n'avait même pas de garantie sur l'actif. Donc c'est très risqué. Quand même être prudent dans ce sur quoi on investit. Ouais, aujourd'hui, quand même, l'immobilier fractionné est sorti un peu de ça. Ils ont appris de l'erreur du passé. Et aujourd'hui, il y a des garanties, il y a des hypothèques de premier rang quand même. Exactement. Après, justement, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Sur la mise en fonctionnement, on va dire, de l'hypothèque de premier rang, imaginons l'entreprise fait faillite. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait bien en justice, qui est rapide à faire? Ou c'est très complexe? J'en ai aucune idée. C'est pas ma spécialité, c'est pas du tout le secteur sur lequel j'évolue. Donc, voilà. Moi, je préfère me dire que je sais dans quel bien j'investis, parce que déléguer en fermant les yeux, en se disant c'est juste un produit financier, ce qu'on a constaté chez les acteurs que tu cites, c'est que le rendement promis n'était pas souvent le rendement espéré en fait. Il y a eu un peu des petits scandales, parce que des frais cachés étaient là, parce que du coup, comme c'est un fonds, on s'en rend moins compte. Certains actifs sont peut-être pas forcément aussi bons, et on pousse à vendre. En fait, c'est plus opaque, puisqu'on investit parfois dans des titres de quelque chose, et on ne sait pas toujours quoi. Et donc voilà, en ce sens-là, c'est un peu différent. Après, il y a de tout, c'est comme partout, il y a des gens plus ou moins sérieux. Mais je les connais pas forcément. C'est dommage parce que c'est vrai que je trouve que c'était un beau concept. Enfin, c'est un beau concept pour moi quand même. Ça permet à des gens qui n'ont pas forcément... Ça peut faire peur d'investir en direct dans l'immobilier. Donc d'investir une partie et commencer à s'initier un petit peu. Mais c'est vrai que pour le citer, le premier acteur qui a fait ça, Brix, moi quand je l'ai analysé la première fois, vraiment je suis allé en profondeur pour ImmoCompare, j'ai été choqué entre les rendements affichés sur
des immeubles perdus dans 20 000 habitants et des immeubles de 50 appartements. De plus-value, 20% à 5 ans. Et zéro vacances locatives sur 50 appartements. Et voilà, au final, le scandale, il était logique. Zéro frais, alors qu'ils prenaient 10% de frais à l'acquisition, etc. Bon, voilà, il y avait plein de choses. Aujourd'hui, je trouve quand même que les acteurs commencent à être de plus en plus transparents là-dessus. Donc, je pense que ça peut être quand même une alternative intéressante pour ceux qui ont peur d'investir en direct. Le souci pour moi là-dessus, c'est que c'est pas le même type d'investisseur, je trouve. Ouais, c'est des investisseurs qui vont mettre des petites sommes et qui investissent comme sur de l'épargne. Mais le problème, c'est qu'on bénéficie pas du levier de la même façon, du levier bancaire. Et c'est ça un peu qui est dommage. Mais néanmoins, c'est pour ça que je suis pas dans la critique. C'est juste que je ne connais pas et que moi, à titre personnel, je fais déjà énormément d'immobilier, donc j'ai aucun intérêt. Si c'est pour placer de l'argent, je préfère le faire en bourse. Tu vois. Je vais acheter des trackers, des ETF. Et là, au moins, je suis sur des valeurs boursières, des belles entreprises, avec des paniers, voilà, avec des ETF. Et là, je suis tranquille, tu vois. C'est sûr que c'est pas pour ton profil, ça c'est certain. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Il y a Julien maintenant qui a posé des questions sur le clé en main et sur ton parcours d'investisseur et d'entrepreneur. Donc je pense qu'il y a encore plein de choses à aborder. Mais merci en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu, c'était super intéressant. Du coup, maintenant on va passer sur la partie vraiment du secteur du clé en main dans son général. Donc, comme tu as parlé avec Thibaut, on a dit que tu étais un des précurseurs de l'investissement locatif clé en main. Qu'est-ce que tu penses des acteurs qui sont arrivés donc, après toi et un peu de la vision du secteur que tu as en entier en janvier 2024 ? C'est toujours compliqué de parler de confrères, donc le secteur il s'est beaucoup développé, en tout cas c'est une réalité. Je pense qu'on y a participé parce que quand on s'est lancé, on a créé une chaîne YouTube qui a fait beaucoup de vues, je parlais de 15 millions de vues cumulées, donc c'est beaucoup. Et on a toujours dit, ça fonctionne bien, on est fiers d'accompagner les clients, on fait ça comme ça, on a donné beaucoup de conseils dans l'immobilier, donc c'était à double tranchant. Ça nous a fait connaître, donc on a développé beaucoup la clientèle grâce à ça. Et en parallèle, ça a donné envie à des concurrents, dont certains, et là je peux citer Mastéos, puisque Thierry Vignal, que j'apprécie beaucoup, nous avait rendu hommage là, récemment sur LinkedIn, en disant, voilà, ils étaient là avant, ils font les choses très bien, etc. Donc on était fiers déjà. Mais je pense que le marché, il y a de la place pour tout le monde. Il y a des acteurs plus ou moins sérieux. Il faut quand même se méfier parce que c'est un métier où on peut prétendre faire la même chose. On monte un petit site à 2 000 € et on prétend avoir une équipe, etc. On a vu aussi des abus ces dernières années. On a vu une boîte qui s'appelait Brick Me Up qui avait levé et qui a laissé des ardoises, qui a planté des clients, qui a été en liquidation judiciaire pour plus de 500 000 €. Et eux, ils se prétendaient, si tu veux, safe, gros, etc. Donc ce qui compte pour moi, c'est de regarder qui sera encore là demain, dans la durée, qui a une boîte saine, nous on affiche, tu vois, par exemple nos noms depuis le début avec Mickaël, donc on se met en avant, on prend un risque, parce qu'on sait qu'on a envie de créer une boîte de long terme. Après, l'immobilier, c'est pas un long fleuve tranquille, et là on vit une crise qui a un peu rebattu les cartes. Il y a eu plusieurs acteurs qui ont fait faillite. Nous, on a repris un premier acteur qui s'appelle Everinvest il y a quelques temps. Alors ils ont pas fait faillite du tout, ils voulaient passer à autre chose, ils ont voulu s'adosser à notre groupe. Et récemment, un plus petit concurrent qui était en liquidation, qui s'appelle MyExpat, spécialisé dans les non-résidents, qui était une très belle boîte, mais qui n'a pas forcément survécu à la crise. Voilà, donc on l'a repris, on est très fiers. Et l'idée, c'est de se dire comment est-ce que dans la durée, l'acteur auquel je confie mon projet immobilier sera toujours là demain. Voilà, pour moi, c'est principalement ça. Super, merci beaucoup pour ton honnêteté. Maintenant, on va passer sur la partie plus sur Manuel Ravier, l'investisseur. Okay. Tu as dit que tu as dit à Thibaut que tu avais investi dans pas mal de biens. Est-ce que tu te parlais un peu de nombre de lots que tu as, un peu ta stratégie que tu mets en place, et après aussi, parce que je pense qu'il y a un peu un lien aussi avec ta création d'investissementlocatif.com, comment c'est un peu tout dégoupillé? Alors souvent, on croit qu'on a d'abord investi et ensuite créé la boîte. En fait, c'est l'inverse. Pour une raison très simple, c'est qu'en j'ai créé la boîte en 2012, on a commencé par de la gestion de biens. Et ensuite, on nous a demandé très rapidement d'aider à investir. Mais en fait, on n'avait pas 3 bilans. Et tu le sais, t'es entrepreneur. Ouais. Quand t'as pas 3 bilans, au tout début, les banques te disent attends un peu, reviens me voir. Alors, certaines banques acceptent au bout de 2 bilans. Voilà. Mais globalement, il faut attendre. Donc, on a dû d'abord servir des clients et ensuite, on a fait nos premières OP. Après, j'ai fait ma première OP en 2014. Il est hyper rentable, c'était une division, j'ai commencé par ça, dans le 11e arrondissement de Paris. Et depuis, on a, je pense, plus de 150 biens, c'est énorme. J'en ai encore acheté, là j'ai acheté 2 grands appartes et une maison en pleine crise, des super coups à Paris. Les 2 appartes à Paris, la maison elle est à 40 minutes de Paris. Okay. Je parlerai de ce projet, bon là c'est plus un projet plaisir, on est en bord de Seine. Enfin, là je suis au paradis, parce que on est passionné en fait. Ouais. Donc là, c'est une maison pourrie, sur juste un rez-de-chaussée. Et on va construire un étage. Il y a une piscine mais qui est défoncée, on va la refaire.
Et on aura piscine, jacuzzi, accès direct à la Seine. Alors si jamais l'immobilier repart, on pourra même envisager de mettre un petit bateau. Pour l'instant, on n'aura pas de bateau. Mais non, et voilà, et on va la louer sur Airbnb pour la rentabiliser. Parce que nous, on voit l'immobilier comme ça. On se dit, projet plaisir, on va y aller avec nos familles, on va y aller avec nos amis, mais il faut que ça s'auto-paye quand même. Et donc, l'équipe financière est importante dans tout projet immobilier. Donc, on va l'adosser à un crédit et on va l'adosser également à des revenus qui vont rentrer grâce au Airbnb et voilà, pour payer le crédit. Voilà, j'ai acheté beaucoup de biens dans plusieurs villes de France, tout type de biens, des immeubles de rapport pour aller plus vite à certains moments, des lots diffus, donc des appartements, j'ai fait des colocations, j'ai fait de la courte durée aussi. Je fais vraiment tout type de biens, j'ai même des locaux commerciaux. Ok. Et du coup, là, parmi tous ces biens, si tu devais retenir une affaire, là, un peu à dire aux écouteurs, ce serait laquelle ? Ouais, mais là, c'est une affaire de chance. C'est ma résidence principale actuelle que je suis en train de passer à Airbnb parce que j'ai l'agrément de la mairie de Paris en plus. Ah oui, là, c'est magnifique. Mais j'ai presque envie de dire, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance parce que j'ai acheté un bien à ce moment-là pour y habiter, qui est un loft industriel avec une piscine privée dans Paris. C'est là que je vis. Donc moi, je vis dans un appartement. Ça n'existe pas. J'ai eu de la chance parce que le vendeur, qui était quelqu'un de très très riche, l'avait mis en vente de trop cher sur le marché depuis longtemps, à 2,2 millions. Moi, je l'ai visité à 1,7 million, je n'avais pas cet argent, mais j'étais audacieux. J'ai eu de la chance, mais j'étais audacieux. J'ai fait une offre à 1,4 million. Il me l'a vendu à ce prix-là, 1,450 000. Et ça avait aucun sens déjà ce prix. Et je savais même pas comment le financer. Et je l'ai financé en faisant un montage spécifique juridique parce que je le voulais vraiment. J'ai trouvé des solutions avec des notaires, des experts comptables. Et donc, je ne l'ai pas acheté en direct, ce bien. J'ai acheté à travers une société détenue par ma holding, etc. C'est toute une histoire. Et la chance que j'ai eue, c'est que finalement, ce bien était en commercial. Je ne le savais pas, ce n'était pas le projet. Et donc là, j'ai vécu dedans pendant 4 ans. Et là, il part sur Airbnb full time. Donc là, ça va être une cash machine. Ouais. Et entre-temps, j'ai fait ce que j'ai conseillé de faire. J'avais un crédit à 7 200 € par mois. Et j'ai exercé la clause de modularité. Donc, j'ai baissé de 10%. Donc, je suis à 7 400 de crédit aujourd'hui, 6 400. Et je vais avoir des revenus locatifs beaucoup plus élevés grâce à la location Airbnb. Voilà, donc c'est de la chance, de l'audace, parce que j'ai été audacieux dans le montage, j'ai été audacieux dans la façon de négocier le bien, et dans les démarches administratives que j'ai pu faire pour le passer en full Airbnb, et aussi de la chance parce que aujourd'hui on peut pas louer des biens en Airbnb quand ils sont en habitation. Donc j'ai eu de la chance qu'ils soient en commercial. Voilà. Donc toutes ces choses réunies font que c'est une opération exceptionnelle. Après, les opérations que j'ai faites habituellement, elles sont peut-être moins exceptionnelles, mais elles s'auto-payent. Et en fait, moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que je suis dans une stratégie, comment on appelle ça, comment je disais, dans une stratégie de masse. Je sais plus comment je disais ça, mais mon but, en fait, c'était d'acheter le plus possible tant que la banque me prêtait et que ça s'auto-payait. Je me disais pas, tiens, sur ce bien-là, j'ai 7% de rendement, mais si j'attends un an, je vais peut-être en trouver un où j'ai 7,32%. Et j'ai 0,32 de plus, t'imagines. Et il y a beaucoup de gens qui réfléchissent comme ça. Nous, avec Mickaël, je pense notre force en tant qu'investisseur, c'est de se dire, est-ce que c'est rentable, est-ce que c'est sain, est-ce que c'est une bonne opération ? Oui, non. Si oui, on est capable d'acheter mentalement, même si on a vendu à un client la même OP avec un meilleur rendement il y a 6 mois, ou il y a 2 mois même. On est capable de se dire, tant mieux pour notre client, il a eu plus de rendement que nous, et ça nous est arrivé plusieurs fois. Mais cette OP, elle est rentable, on la veut, la banque nous prête, let's go. Et quand on veut aller vite dans l'immobilier, il faut aussi avoir une vraie capacité à passer à l'action. Et c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui se retrouve avec 3 biens et quelqu'un qui se retrouve avec 150, c'est autre chose, mais avec 5, 6, 10 biens. C'est qu'à un moment, il a été capable de se dire, j'attends pas l'affaire du siècle, j'ai compris et j'ai monitoré mon opération, elle est rentable, ça va s'auto-payer, l'équilibre est là, j'y vais. Mais justement, c'est bien, ça fait une belle transition. Tu parles d'audace, il y a pas mal de gens, là je parle de ma tranche d'âge, qui hésitent à investir, qui veulent investir justement parce qu'ils ont été un peu biberonnés aux vidéos de dire qu'il faut investir dans l'immobilier. Qu'est-ce que tu leur dirais, sachant que toi tu as beaucoup de biens, de prendre en compte, ou en tout cas pour passer à l'action et dire ok là c'est bon, j'y vais, bien sûr si tu as les conditions de financement qui vont, mais qu'est-ce que tu leur dirais là ? Je leur dirais déjà que c'est facile pour personne. Parce que là, on va m'écouter, on va se dire, oui, pour lui, c'est facile. Nous, on n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Et tant mieux. Enfin, je veux dire, c'est pas... Au contraire, les gens qui ont la chance d'avoir en plus de l'aide familiale, c'est encore mieux. Mais nous, ça n'a pas été notre cas. C'est pour dire, même si ça n'a pas été notre cas, on a réussi à faire des choses. C'est plutôt dans ce sens-là que je le dis. On s'est lancé, on est parti de zéro après nos études. On s'est lancé, c'est comme dans l'entrepreneuriat. Tu galères, tu te prends des portes. Tu as des leçons, pas des échecs, mais des leçons.
T'apprends des choses, des banques qui m'ont dit non, même sur ma dernière opération là, dans le 20e, dont je parlais juste avant. Je sais pas, il y a 6 banques qui m'ont dit écoute, Manuel, on t'aime bien. Maintenant, avec toute la dette que t'as, s'il te plaît, tu nous oublies, quoi. Tu vois. Il y a une banque qui m'a dit oui, mais une banque, ça suffit. Comme le dit toujours mon associé Michael, il suffit d'un oui en matière d'immobilier. Tu vois, donc voilà, j'ai eu ce oui d'une banque qui m'a fait confiance. Et j'ai pu faire l'opération. Tu vois. Et ça a été comme ça quasiment sur chaque opération. Aucune n'a été facile, quasiment aucune. Et on s'est accroché. Donc moi, ce que je vous dirais, c'est battez-vous, parce qu'aujourd'hui, ça fera pas de différence, tous les biens que vous investissez, dans lesquels vous investissez, mais ça fait de la différence en fait quand les années passent. Et c'est ça qui est à la fois magique en immobilier et qui est à la fois sournois, c'est qu'on s'en rend pas compte. Moi, j'ai des potes qui étaient là à côté, qui gagnaient bien leur vie, qui auraient pu emprunter, mais bah voilà, on a la routine, il y a le travail, déjà, il faut aller bosser, ensuite, il y a les potes, ensuite, il y a les copines, là, je parle pour des mecs, ou les copains pour des filles, ensuite, il y a les passions, et les semaines passent hyper vite, tu vois, pour tout le monde. Et donc, on se dit toujours, je le ferai plus tard. Ce qui est humain. Et en plus de ça, moi, ce que j'ai constaté, c'est que investir dans l'IMO, c'est une décision qui est stressante. Parce que on s'engage sur des sommes où on n'a pas l'habitude. Et donc, le cerveau humain a tendance encore plus à repousser. On se dit, j'ai déjà appris des choses, mais je verrai plus tard. Et après, on se trouve des excuses. Ouais, mais t'imagines, là, les taux sont élevés. Quand les taux vont baisser, les prix vont remonter. Ouais, mais les prix montent. Les gars, il n'y aura jamais de situation parfaite. Achetez bien, formez-vous, apprenez des choses avant ou déléguez. Dans les deux cas, c'est mieux de se former même quand on délègue, c'est mon conseil. Il y a des vidéos gratuites, notamment sur notre chaîne, peut-être sur la vôtre aussi. On peut se former aujourd'hui. On a accès à l'info. Il y a des livres hyper bien faits. Je vais faire de la pub pour un livre, je peux ou pas ? Oui, vas-y. Le livre de Julien Delagrandane que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un que je connais personnellement, qui est un mec brillant et qui a fait un super livre. Je crois que c'est Les secrets de l'immobilier. Peut se former pour 20 €, quoi. Pour 20 €, il y a nos vidéos, il y a des livres, il y a vos vidéos, probablement. Voilà, on peut apprendre. Donc, il n'y a aucune excuse. Mais si vous ne le faites pas aujourd'hui, les années passent, elles ne se rattrapent pas en immobilier et vous le regretterez demain. Vous le regrettez, alors vous pourrez toujours le faire dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Il n'y a jamais de moment où on ne peut plus investir. Mais globalement, c'est le temps qui vous enrichit. Parce que chaque mois qui passe, vous remboursez une partie du capital. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à la fin de l'année, alors moi, c'est extrême, mais on va prendre mes clients. À la fin de l'année, quand ils ont acheté avec nous 2, 3, 4 biens, il y en a qui en ont acheté 30. Je prends un exemple plus réaliste pour que ça parle à tout le monde. Si vous avez acheté 3 biens, et bien à la fin de l'année, vous vous retrouvez à regarder ce que vous avez remboursé en capital, ce que vous avez amorti, et vous vous dites, putain, 3 biens, genre 3 fois 10 000 €, je suis à plus 30 000 € sur mon patrimoine. Putain, des fois, c'est même plus que votre salaire. Et là, je parle d'épargne pure. Si vous avez dû épargner 30 000 €, vous auriez fait comment ? Vous auriez arrêté de manger, arrêté de sortir, vous seriez battu pour avoir une augmentation, mais ça aurait été dur, vous auriez travaillé 3 fois plus. Là, vous avez mis en place votre système, ces 30 000 €, c'est sans rien faire quelque part. Un petit peu de gestion, on l'a dit, il va y avoir une chaudière qui va péter demain, ils vont repeindre un peu, donc parfois ça... Mais c'est une capacité d'épargne quasiment sans effort, je connais rien de comparable. Donc il faut le faire pour vous et pour plus tard, parce que plus tard, vous me remercierez, vous remercierez ImoCompare, quand dans 10 ans, 20 ans, vous aurez un patrimoine pour votre famille, et que votre fille ou votre fils dira je vais faire des études, et que les écoles de commerce auront encore monté leur prix. On sera plus à 15 000 l'année, mais on sera à 30 000. Ouais. Et voilà, ou peu importe, c'est un exemple, mais tu vois, et ça fait la diff. Et moi, je vais prendre mon exemple personnel, parce que je me bats pour que tout le monde autour de moi investisse. Je fais investir ma cousine, qui était pas riche, et qui a maintenant 3 biens. Et maintenant, elle est piquée à l'immobilier, elle me dit regarde, je viens d'acheter une maison, on fait les travaux, on fait ça, quand tu te lances, après, t'as envie de continuer, quoi. Ouais. Et elle le fait tout seul, là, sa maison, et je suis trop content pour elle. J'ai fait investir ma petite sœur, qui travaille dans le social. Elle a commencé avec un prêt étudiant. Là, elle a acheté un 2e appart. Et là, maintenant, elle me dit, là, je dois en acheter un 3e. Je lui dis, mais putain, tu gagnes 1 500 € par mois dans le social, comment tu fais ? Ouais, je me suis réinstallé chez papa, comme ça, j'ai plus de loyer. Avec l'absence de loyer, je peux refaire un projet. Putain, je dis, mais machiavélique. Et donc voilà. Et j'ai fait investir ma grande sœur, qui est professeure des écoles, qui n'est pas riche du tout. Elle a acheté un immeuble de rapport dans le nord de la France. Pourquoi elle l'a fait ? C'est une stressée en plus de la finance, donc je suis hyper fier qu'elle l'ait fait. Elle l'a fait pour payer les études plus tard de ses enfants, parce qu'ils sont pas riches, 3 enfants. Et il y a une inquiétude. Elle se dit, comment je vais faire quand il va falloir sortir de l'argent, même dans la fac publique, pas privée, justement, pour payer ne serait-ce qu'un logement, des frais de scolarité. Comment on fait ? La réponse, il n'y en a pas 50, et l'immobilier est une des réponses. Super. Là, justement, je pense que ceux qui nous écoutent ont envie d'investir. J'espère. Et justement, quand on pense investir dans l'immobilier, ce qu'on a peur surtout, c'est faire des erreurs. T'as pu en faire, je pense, comme chacun. C'est quoi un peu les 3 grosses erreurs que les investisseurs débutants, même aguerris d'ailleurs, bien sûr. Et c'est lesquelles du coup que tu as en tête et qu'il faudrait justement éviter pour faire un bon investissement ?
Alors je dirais que la première erreur quand les gens sont un peu formés, c'est qu'ils regardent le rendement brut et parfois ils sont aveuglés par le rendement. C'est-à-dire que j'ai vu des trucs, moi, à l'époque sur des groupes Facebook, des gens qui allaient dans des quartiers dangereux, où en fait on peut même pas aller, hein, on peut limite pas aller. Pourquoi ? Parce que demain il y a des bandes en bas, vos locataires vont se faire agresser. Est-ce que vous auriez envie d'y vivre ? Non, dites-vous si je suis pas en sécurité, mes locataires non plus. Donc si vous ne vous sentez pas en sécurité d'y aller, n'investissez pas, ça sert à rien. Même si sur le papier vous avez 15% de rendement, parce que ça va pas marcher. Ça c'est la localisation, l'erreur de la localisation pour aller chasser du rendement à tout prix, donc soyez très prudents là-dessus. Il faut qu'il y ait une demande locative et il faut que demain vous puissiez revendre le bien. Parce que tout acheteur est un futur vendeur. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui vous achetez, vous dites je vais pas revendre, mais peut-être dans 10 ans vous avez un autre projet IMO, un autre projet de vie, où vous avez besoin d'argent et vous voulez revendre. Et si c'est invendable, vous êtes dans la merde. Voilà, on va se dire la vérité. Donc dites-vous toujours, est-ce que demain je vais pouvoir le revendre ? Et est-ce que demain, surtout, je vais pouvoir le louer ? Donc ça, c'est la première chose, c'est l'emplacement. Ne minimisez pas l'emplacement parce qu'on ne peut jamais déplacer un bien. Même si à Marseille, je ne sais pas si tu avais vu cette anecdote, ils avaient réussi, quand j'ai visité Marseille, parce qu'on travaille beaucoup là-bas, à déplacer, à faire tourner un immeuble sur des rondins. Un grand immeuble. Okay. C'est un truc historique. Ils avaient fait tourner un immeuble historique. Dans le centre ou près du port, près du Vieux-Port. Donc ils avaient fait tourner un immeuble. Il faudra regarder, ceux qui s'intéressent au truc, taper immeuble qui tourne Marseille. Et c'est un truc historique. On avait fait une visite guidée, ils nous avaient raconté ça, c'était lunaire, mais voilà. Mais sinon, en règle générale, un bien ne se déplace pas. Donc ça, c'est la première chose. En numéro 2, c'est de ne pas se dire l'erreur des travaux, de se dire je vais aller toujours au moins cher sur les travaux. Quand on démarre, d'ailleurs même après, personne n'aime payer des travaux trop chers. Choisissez bien l'artisan. C'est-à-dire qu'il y a un prix à tout. Je vous dis pas payer cher vos travaux, évidemment, mais il faut faire attention de ne pas être aveuglé par « je paye pas cher du tout », parce que parfois, quelqu'un qui vend en dessous du prix, c'est que sa société elle est en faillite et qui prend juste un acompte. Tu vois ? Donc, il faut être très prudent là-dessus. Vérifier que l'artisan a des références, que l'artisan est solide, et être sûr que c'est cohérent. C'est comme si je vous dis, vous allez acheter une Ferrari pour 20 000 €. Vous allez me dire, mais attends, tu te fous de ma gueule, il y a une arnaque. C'est pareil dans les travaux. Il y a des matières premières à acheter, il y a des artisans à payer. Il y a des ouvriers à payer. Donc, il n'y a pas de magie. Et si les travaux sont trop peu chers par rapport au marché, c'est qu'il y a un loup. Tu vois ? Donc ça, il faut être très prudent. Tu vas finir par le payer après plus tard si tu as des matériaux. Ouais, ou alors abandon de chantier, tout simplement. Il y a beaucoup d'abandon de chantier, il faut être très prudent là-dessus. Parce que quand on envoie un acompte, si l'entreprise ferme ou qu'elle disparaît, on perd l'acompte. Ça, il faut le savoir. Et je sais pas, le troisième point, c'est un peu ce que j'ai dit. L'erreur de ne pas se lancer parce qu'on réfléchit trop. Il faut être cérébral dans l'analyse, dans la formation. Mais à un moment, il faut être capable de se dire, j'y vais. Et ce sera peut-être pas le meilleur investissement, parce que parfois, j'aurais peut-être pu avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, 0,2% de plus sur un autre projet. Ok ? J'aurais peut-être pu avoir un taux d'emprunt un petit peu meilleur. Moi, j'ai emprunté, j'étais à 4,30 le dernier projet sur 20 ans, plus l'assurance et tout, 4,90 TAEG, comme j'ai dit. Je me disais, j'aurais peut-être pu avoir 3,90. Oui, mais les 3,90, je les avais pas. Ce que j'avais, c'était 4,30. À un moment, je regarde, l'opération est rentable pour moi ? Oui, j'y vais. Tu vois ? Et j'ai vu des gens, et c'est hyper intéressant, j'ai vu des clients à nous, extrêmement riches, parmi mes plus riches clients, qui achetaient moins de biens qu'un artisan ou qu'un petit commerçant qu'on avait, qui avait le bon sens paysan. J'ai un client, un petit commerçant qui a une fortune, tu vois, alors que le mec est juste un petit commerçant, parce que en fait, il a le bon sens paysan. C'est un mec malin, et il se dit, ok, j'ai compris, ça marche. Tu vois, et moi, je suis un peu comme ça. Alors que j'ai un directeur d'une grande banque, je dirais pas son nom, mais directeur de moi, qui a un cerveau absolu, Polytechnique, ENA, je sais pas quelles sont les études, mais vraiment, tu parles avec la personne, tu te dis, mais c'est incroyable. Elle a géré des fusions-acquisitions, cette personne, de très grandes entreprises en France, et elle a acheté un bien. Alors qu'elle pourra en acheter, elle pourra avoir une fortune. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, c'était, attends, je réfléchis, mais est-ce que tu es sûr que peut-être, nanana. Et en fait, elle sortait des tableaux dans tous les sens, et arrivait au bout. Je lui dis, mais l'opération est excellente. Je t'ai vendu un bien, regarde les prix sur Meilleur Agent, le prix est excellent. Le bien hyper patrimonial, le prix est excellent. C'est vrai que ça a l'air excellent sur le papier, mais je peux pas encore te le dire, je te le dirai dans 10 ans, parce qu'il faut que je réfléchisse, que je regarde et tout. Et tu vois, et à cause de ça, la personne gâche en tout cas sa capacité d'investissement. Malheureusement, n'aura jamais beaucoup de biens immo. Voilà. Donc la capacité que vous aurez à passer à l'action, et ça c'est un état d'esprit, pour moi, elle vaut presque plus que tout, alors avec les bons conseils, parce que si vous achetez des trucs pourris, vous allez aussi vous mettre dans la merde. Mais si vous êtes capable de passer l'action et d'avoir appris et de vous être formé, vous allez cartonner dans l'immobilier. Super clair. Du coup, par rapport à ça, c'est quoi ton critère le plus important pour rechercher un bien ?
Comment toi tu fais toi? C'est quoi la méthode Manuel Ravier? Alors moi, ça a un petit peu changé. Si on parle de mes investissements perso, c'est un petit peu changé. Moi, pendant des années, j'ai acheté des biens rentables et je suis très content d'avoir fait. Et là, je suis dans un cycle où je me dis, bon, je vais pas monter à 1000 biens. Parce que, enfin, pourquoi pas, hein, je suis pas contre. Hein. Mais je suis plutôt dans une phase d'investisseur où je me dis, j'ai la chance d'avoir un patrimoine qui travaille pour moi. Maintenant, je me fais un peu plus plaisir. Tu vois. Donc maintenant, je suis plus dans des trucs où je me dis, j'adorerais avoir une maison à Nice que je pourrais rentabiliser même à zéro, tu vois, sur Airbnb, ou même en ayant mis de l'apport et être à zéro ensuite, mais pouvoir partir avec ma famille, avec mes potes, et me dire, je me paye des biens de luxe et j'ai 5-10 biens de luxe avec Michael, un peu partout dans des endroits sympas. Ça, c'est ma stratégie pour les 10 prochaines années. Donc, c'est pas forcément ce que je conseille à mes clients, tu vois. Là, c'est plus que je me dis, bon, j'ai envie de me faire kiffer maintenant, j'ai 150 biens qui travaillent. Quelle est la suite, quoi, tu vois. Donc, c'est le moment pour moi. Donc là, je fais ce projet de maison qui est excitant, mais qui est pas forcément excitant et qui serait peut-être moins excitant pour des gens qui veulent se développer un patrimoine au service de leur vie. La méthode, sinon, c'est des zones mixtes ou des zones à rendement et c'est d'aller dans l'exploitation Airbnb pour contrecarrer la hausse des taux. Ce qu'on a vu avec la hausse des taux, c'est qu'on a beaucoup de clients qui nous ont dit, bah ok, mais c'est bien, mais à 6%, je suis plus à l'équilibre du tout. Là où avant, à 6,5, on était à peu près à l'équilibre avec 10-15% d'apport. Maintenant, il faut être plutôt autour de 9%. Et pour être à 9%, tu peux plus être dans des zones mixtes, tu vois. Donc la vraie question, c'est que les gens me disent, bah, comment on fait ? Comment on fait ? On va dans des villes comme j'ai dit tout à l'heure, Toulon, Le Havre, même Marseille, Nice, où on va aller... Alors, c'est un peu plus compliqué sur le Airbnb, mais où on va exploiter en saisonnier pour arriver à l'équilibre, tout simplement. Voilà. C'est ça la solution. Donc mon conseil va être celui-là pour les gens qui ont peut-être moins d'apport, et puis les gens qui ont plus d'apport, c'est d'aller saisir les bonnes opportunités dans les grandes villes. Il y en a. Et quand on va très bien acheter à Paris, ce que j'ai fait à titre perso, ce que nos clients font, là c'est génial. Parce que certes, on n'a pas 10 points de rendement, c'est pas ce qu'on va chercher. Mais on achète bien, et quand les prix vont partir à la hausse, et ils vont repartir à la hausse, je m'engage à ce que ce soit le cas, parce que les gens oublient en fait. C'est comme les actions en bourse. La bourse baisse, l'action Meta, donc Facebook, avait beaucoup baissé. Ça y est, Facebook c'est de la merde. Alors, Facebook, c'est de la merde. Ça, c'est un autre débat. Mais l'entreprise en elle-même, elle possède Instagram, WhatsApp, c'est une entreprise de dingue. Et les gens étaient prêts à l'acheter à la poubelle. On a vu ce qui s'est passé. Parce qu'il y a eu 2-3 mauvais résultats financiers, qu'il investissait beaucoup dans l'IA, peut-être trop, dans la réalité virtuelle plutôt. Voilà. Et en réalité, si on écoutait les gens, ça valait plus rien. Il y a eu des malins qui ont acheté à des prix plus bas. Et quand les prix remontent, la masse revient. Elle se dit, oh putain, ça monte. Et elle réachète au plus haut jusqu'au prochain cycle. Soyez malins. Profitez de ce cycle pour acheter des bonnes affaires. C'est ce que je dirais aujourd'hui aux jeunes. Vous avez de la chance. Il y a encore des bonnes affaires. Les taux sont élevés, mais vous allez les renégocier plus tard. Et c'est ce que tout le monde a fait sur les 10 dernières années. Tous les gens qui avaient acheté il y a 15 ans, renégociaient il y a 12 ans leur taux à la baisse. Tu vois. Et je suis étonné qu'aujourd'hui, les gens aient déjà oublié ça. Oui, c'est vrai. Ouais, les gens ont la mémoire courte, quoi. Tu vois, des mêmes gens qui, il y a 5 ans, étaient en train de renégocier des taux et de se régaler en se disant, j'avais un taux à 4, je l'ai baissé à 1, putain, ou à 1,5, c'est la folie. Aujourd'hui, ces gens-là disent, j'achète pas, les taux sont à 4. Des fois, je me dis, les gens ont une mémoire de poisson rouge. N'oubliez pas qu'on peut faire des bonnes affaires et qu'on va renégocier les taux. Et moi, c'est ce que je crois et c'est ce que je pratique à titre perso. Mais justement, c'est d'où l'importance de créer des contenus comme ça pour rappeler aux gens et que ça reste vraiment dans leur tête, quoi. Du coup, tu nous as dit que tu avais pas mal investi. Nous, on aime bien poser une question, c'est est-ce que tu as une expérience un peu insolite, parce que sur tous tes investissements, un peu drôle, tu te dis quand même, quand tu y repenses, tu te dis, putain, mais c'était quand même fou, ou finalement, en vrai, tu étais plutôt tranquille et il n'y avait pas forcément de trucs un peu bizarres ou de moments un peu gênants? Je sais pas ce que je peux raconter. Ah, il y en a trop. Non, je sais pas ce que je peux raconter, ce que je peux pas raconter. Ça dépend où sera diffusé le contenu. Mais non, moi, j'ai une période où je m'engageais beaucoup pour les clients et j'allais jusqu'à m'engager. Il n'y avait pas d'engagement moral, mais je faisais moi-même, je donnais de ma personne. Okay. Et j'ai même aidé, pas des expulsions, mais c'est pour ça que c'est touchy comme sujet. Mais notamment, je me rappelle une anecdote. Donc, on avait fait investir un client expatrié dans un bien. Il devient propriétaire. Le bien était très bien. Là, juste après la signature de l'acte authentique, donc les artisans y vont pour démarrer le chantier. Et là, on me dit, en fait, il y a 2 mecs dedans, 2 mecs très costauds, étrangers, qui sont là et qui sont menaçants. Et en gros, donc on me dit, voilà, en plus ils bossent, a priori ils bossent, la journée ils sont pas là, mais là, voilà, c'est compliqué, on peut pas faire les travaux. Donc là, il y avait 2 choix. Soit on respectait la loi, donc c'est pour ça que je suis un peu touchy, mais comme truc, mais je vais quand même un peu dire l'anecdote. Soit on respectait la loi et on leur demandait de partir en justice, ça prenait 3 ans, et c'était totalement injuste, quoi. Cette loi, d'ailleurs, elle a été repensée depuis. Là, ça date d'il y a plusieurs années, il y a prescription.
C'est ça. Et j'étais un peu foufou, c'était au début. Soit on attend qu'ils sortent, donc on fait évidemment rien de méchant, ça va de soi. On attend qu'ils sortent et on démarre les travaux, on prend leurs affaires proprement, on les met dans le hall, ils sont pas chez eux, on démarre les travaux, on fait la démol et voilà, c'est fini, on démarre. Donc j'envoie le serrurier et l'artisan, ils y vont tous les deux. Et là, le serrurier me rappelle qu'il y a un serrurier avec qui je travaille depuis très longtemps, qui a un père de famille tout gentil, tout petit d'ailleurs, en taille. Et il m'appelle, il me dit, ils m'ont dit, si tu touches la serrure, je te coupe la tête. Donc là, c'était pas sympa. Ouais. Et en plus, c'était pendant la période des attentats. D'accord. Donc là, véridique, là je suis au bureau dans le 11e, c'était pas dans le 11e. J'appelle la police et je leur dis, alors, je commence la phrase comme ça pour essayer de piquer leur intérêt. Marketing, ça a marché. Et je leur dis, il y a quelqu'un qui veut couper une tête, est-ce que ça vous intéresse? Première phrase, mais véridique. Hein. Et donc là, ils me disent, j'écoute. Et là, on est en plein attentat, donc c'est chaud. Ouais. Et bon, je vais pas pour me moquer, hein, c'était vraiment ce qui avait été dit. Donc là, ils partent, donc ils disent, on arrive. Donc moi, je pars aussi du 11e, c'était dans le nord de Paris, mais dans un endroit où il n'y avait pas de problème en plus. Hein. La rue est très bien, près de Montmartre, etc. J'arrive en même temps que la police et donc là l'anecdote est un peu longue peut-être. Non, c'est bien. J'arrive et là donc j'attends devant l'immeuble et la police me dit mais venez avec nous, qu'est-ce que vous faites, vous avez peur ou quoi? Je dis au policier, mais vous êtes malade ou quoi? Il dit qu'il veut couper une tête, je crois qu'il voit ma tête. Je dis vous êtes fou. Donc il dit ok bon on y va nous. Donc ils y vont, ils discutent avec les squatteurs et là les squatteurs leur disent on va partir, on déménage dans l'après-midi. Donc les flics reviennent me voir et me disent c'est bon, ils déménagent, donc nous on s'en va. Vous restez avec eux pendant le déménagement et s'il y a un problème, vous nous rappelez. Je lui dis mais vous êtes malade. Je lui dis vous croyez que je vais rester avec des mecs qui veulent couper une tête? Et honnêtement, ils étaient tout sauf gentils. Je lui sors cette phrase, je me rappelle, je lui dis la terre peut trembler, l'immeuble peut s'effondrer, tout peut brûler. Je dis je m'en bats les couilles, c'est de l'immobilier, j'ai pas envie de mourir pour un bien, tu vois. Voilà. Et donc le policier dit ok, donc il me dit partez, vous revenez dans l'après-midi. Et s'ils sont encore là, vous nous rappelez. Okay. Bon, il faut savoir déjà que légalement, c'est touchy parce qu'ils n'ont pas vraiment le droit de faire ça. Mais il faut savoir aussi que la police en a marre parce qu'en fait, c'est totalement injuste et ça n'a aucun sens. Et donc, dans des situations comme ça, où on n'est pas du tout sur une famille qui est en galère, etc., tu vois, on est sur du pur squat sale, ils essaient d'aider. Voilà. Je reviens avec le serrurier. Et donc là, le serrurier fait péter la serrure. Et là, on arrive dedans. Parce que ça s'ouvre pas, d'ailleurs, pourquoi il fait péter la serrure, c'est une bonne question, ça s'ouvre pas, bon bref, il fait péter la serrure, on arrive dedans et là je vois que quand la porte s'ouvre, il y a les affaires. Et là je me dis, oh putain, là la nuit tombe, je suis seul avec le petit serrurier véridique. Hein. Et là je commence à appeler un artisan qui a un pote à moi qui fait 2 mètres, machin, pour un peu ma sécurité en attendant, et il me dit que j'adore, et je suis un peu son petit frère, et il me dit, je peux pas venir, je suis trop loin, j'arrive, je lui dis, putain, dépêche-toi. Donc là les mecs reviennent, et lunaire, hein, je les croise, donc avec ma petite gueule de petit blondinet, je les croise dans la cage d'escalier, et là c'est un peu chaud, et ils me disent, et là ils m'attaquent sur le légal. Donc là c'est positif, parce qu'ils me disent, oh frérot, t'es un ouf. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Ils m'ont dit que vous alliez partir, tu sais, moi j'étais pas serein du tout. Et là il me dit, mais t'es un malade, violation de domicile, frérot, tu vas aller en zonzon, tu vas aller en tôle et tout. Je dis, alors là ma réponse elle était, appelle tout de suite la police, qui me mettent les menottes. Là je voulais juste pas mourir, tu vois. Et les flics sont revenus, et ils les ont menottés, ils les ont mis en garde à vue pendant 36 heures. Okay. Donc ils avaient pas forcément le droit de faire ça. Et c'est ça qui est ouf, c'est que les squatteurs connaissent leurs droits, ils disaient, vous avez pas le droit, machin, etc. Il y avait eu des menaces, je connais pas toutes les arcanes légales. En tout cas, ils leur ont mis les pinces, ils les ont dégagés, et on a cassé, on a démoli, on a fait l'appartement et tout va bien. Mais tu vois, ça a été quand même assez loin. Et un cas comme ça, j'étais un peu fou. Il y a eu 2-3 autres histoires, mais ça sera trop long à raconter. Ouais. Mais j'ai eu quelques histoires assez drôles. Et t'en as eu depuis des histoires de squat comme ça un peu, ou c'était la principale que t'as eue? J'en ai eu quelques-unes où je suis intervenu. Je suis un peu foufou. Mais où c'était plutôt drôle, parce drôle, c'est jamais marrant. Mais on n'était pas sur le cas de, tu vois, on fait vraiment la distinction où tu as le drame humain d'une famille, etc. Où moi, j'étais élevé par une assistante sociale. Donc, je pense avoir une vraie fibre sociale. Mais je fais la différence entre ça et un truc où... au fond, ils essayent, mais c'est scandaleux, tu vois, le truc n'a aucun sens. Ils essayent parce qu'ils jouent avec la loi. Donc après, il y a des batailles légales. Je connais aussi très bien la loi, donc je sais aussi comment faire pour qu'ils restent pas dans le logement. Mais ouais, j'ai eu 2-3 cas corsés, on va dire. Trop cool. Merci beaucoup pour le témoignage. On va arriver à la dernière partie de l'interview. Donc là, c'est plus sur l'entrepreneur créateur d'investissementlocatif.com. C'est quoi la plus grande réussite dont tu es le plus fier, en tout cas, en tant qu'entreprise ? La réussite, c'est toujours la même, c'est de partir d'une idée, d'arriver à fédérer une équipe, d'arriver à avoir des clients, d'apporter de la valeur et de bâtir, quoi. Nous, ce qu'on aime, c'est bâtir.
Souvent, en fait, quand je parle avec des gens qui démarrent dans l'entrepreneuriat, il y a 2 catégories. Il y a ceux qui le font pour l'argent, ça marche pas. Et il y a ceux qui le font parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Et là, ça va marcher. Même si ça marche pas au début, la personne va s'accrocher, pivoter parce qu'elle est animée par quelque chose, tu vois. Et on fait partie évidemment de cette seconde catégorie. Donc moi, mon plaisir, c'est de voir que l'entreprise se développe, qu'on a des nouveaux challenges, qu'on fait des opérations peut-être différentes de ce qu'on faisait avant. Là, on a des très grosses opérations. On aime bien toujours faire les petites, mais on a des clients qui investissent dans des immeubles entiers, 1000 mètres carrés. Tu vois, on a une opération de 1000 mètres carrés en région parisienne. C'est de se développer dans d'autres villes, c'est d'avoir plus d'équipes, plus de clients. Et ça, ça c'est un bonheur, c'est une fierté. Et c'est quoi la plus grande leçon que tu as appris? Parce que là, ça fait quoi? Ça fait presque 10 ans que tu es à la tête. La plus grande leçon, c'est... Il y en a plein, mais c'est d'être capable de réagir assez rapidement quand il y a une crise aussi pour pérenniser une entreprise. Ça, c'est une leçon, parce que là, on a été dans une crise immobilière en 2023 qui n'était pas évidente. Je pense qu'on est en train d'en sortir. C'est d'être en mesure... également de se dire, d'être humble, c'est-à-dire que dans les travaux, on en parlait tout à l'heure, il peut toujours se passer des choses, mais c'est d'être toujours, avoir la fierté d'être présent et de répondre présent pour les clients. Comme on l'a toujours dit, tu peux casser un faux plafond et tu découvres qu'il y a une poutre qui est pourrie. C'est de l'immobilier, tu vois. Et on pouvait pas le savoir, tu pouvais pas déposer le plafond avant d'acheter, tu vois. Mais c'est d'être capable de résoudre les problèmes, parce que notre job à nous, c'est de résoudre les problèmes pour le compte de clients, de trouver des solutions et d'être capable de leur faire des bonnes opérations, tu vois. Et de se regarder dans la glace tous les jours et de se dire, on est des gens bien et on crée de la valeur pour les clients. Et ça, on est fiers de ce qu'on fait, tu vois. Et de jamais avoir eu aussi, peut-être contrairement à d'autres boîtes, puisque tu me poses des questions sur les concurrents tout à l'heure, de pas forcément fonctionner avec des investisseurs, des VC, qui nous mettent une pression financière en disant, les gars, il faut faire plus de chiffres, faire plus... Et du coup, de décaler ta morale entrepreneuriale vers plus de chiffres, peut-être à un prix que tu n'aurais pas voulu assumer toi, si tu avais été tout seul, tu vois. Et aujourd'hui, l'entreprise, on la possède à 2 avec Michael, et c'est un luxe incroyable. Alors oui, peut-être qu'on va moins vite que si on avait levé 15, 20, 50 millions d'euros, mais on a une liberté de se dire, on prend notre temps, on fait les choses bien, demain on sera encore là, c'est notre image, et on n'a pas un financier qui nous pique en disant, faut aller plus vite, vendez... sous-entendu, il dira jamais vendez de la merde, mais la vérité, c'est que quand il demande un volume, parfois, certains ont pu être tentés d'aller vendre des opérations dont ils ne sont pas forcément fiers. Voilà, tu vois, et nous, on a cette liberté. Trop bien. Encore une fois, tu me fais une belle transition. Comment vous avez fait, parce que vous êtes quand même une belle boîte, une grosse boîte, à concilier donc la croissance, le scale, et la qualité du sur-mesure, du clé en main? Je dirais le talent. C'est pas vrai. Non, en plus, on est humble. Non, je crois que ça a pris du temps. Comme tu l'as dit, ça fait 10 ans que ça ne s'est pas fait en un jour. Voilà, est-ce qu'on a eu... je pense qu'on a été, comme tu l'as dit, précurseur. On a toujours réinvesti, on a toujours été bon gestionnaire, c'est-à-dire que nous, chaque euro qui est investi dans l'entreprise, on fait attention, ce qui nous a permis d'être aussi plus solide en période de crise, tu vois. On s'est toujours aussi dit que l'entreprise devait être profitable. J'ai pas honte à vouloir être profitable. On a vu des modèles où ils travaillaient à perte. Je sais pas, moi je me dis en tant qu'entrepreneur, si je me lève le matin, que j'ai bien travaillé et que je sors un projet, mon client me dit bravo et que j'ai perdu de l'argent, à titre perso, pourquoi je me lève le matin, tu vois, je reste couché et j'ai déjà gagné de l'argent, tu vois. Donc j'ai eu du mal, moi, à penser comme ça, me dire je vais travailler à perte, parce que je sais que travailler à perte, ça veut dire que je me suis dit, je me lève le matin, je fais une opération, je fais gagner de l'argent à mon client, je suis à moins 2000 sur l'opération. Pourquoi je fais ça? Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, c'est plutôt, je fais l'opération, mon client me paye, il est content de me payer parce qu'on lui a apporté de la valeur, on lui a fait gagner de l'argent, et nous, on gagne quelque chose. On gagne 500 euros, 1000 euros de bénéfices, 1500 euros, tu vois. Et là, on est récompensé. Il y a un moment, ça reste une entreprise, on n'est pas une asso. Donc, ça, c'est le prix à payer de vouloir être profitable pour aussi aller peut-être moins vite, mais c'est aussi ce qui fait que tu as une boîte plus solide et plus une vraie boîte, puisque au final, dans tous les secteurs, je connais pas, moi, si les gens qui écoutent le podcast, ils travaillent dans une entreprise, il faut qu'ils se posent la question. Est-ce que je bosse dans une entreprise où quand je vends un produit à un client ou un service, je suis payé pour, ou est-ce que je travaille gratos et que je paye pour travailler? Tu vois, donc la réponse est vite faite. Donc voilà. Non mais parfait. Là, on a parlé pas mal de la réussite de investissementlotif.com. Quand on parle d'entrepreneuriat, on parle aussi d'obstacles. C'était quoi les gros obstacles que vous avez pu affronter avec Michael au début, même maintenant d'ailleurs, hein? Ouais, bien sûr. Les obstacles qu'on a affrontés, c'est surtout sur le marché en fait. C'est le marché. On a commencé au tout début sur la location, et je me rappellerai toujours, la première année de location, c'était l'année où il y a eu une réforme, alors je me rappelle plus cette loi, qui obligeait à ne plus prendre d'honoraires quasiment aux locataires. Le marché parisien à ce moment-là, pour les locations meublées, c'est le locataire qui paye les honoraires. Les propriétaires ne payaient pas, c'était 0 €. Okay. Et nous, au tout début, on appelait le bon coin, on disait aux propriétaires c'est gratuit, on va louer votre bien.
Et du jour au lendemain, l'État a légiféré, parce qu'il trouvait que c'était pas juste, à juste titre, il avait raison, et il a dit, maintenant, vous n'avez plus le droit de faire payer que le locataire, et même c'est encadré à 15 € le mètre carré par locataire. Et nous, on s'est dit, putain, on commence enfin à gagner de l'argent, et c'était loin d'être l'Amérique, je te le dis, mais à vivoter, on ne se payait pas. Donc à payer les coûts de l'entreprise, on ne se payait même pas pendant 2 ans. Donc on commençait à peine à trouver un peu notre modèle, et là, boum, première loi, on est venu nous dire, vous n'avez plus le droit de faire ça. On a senti une injustice, on s'est dit, c'est compliqué. Et on a réussi à faire payer les propriétaires pour un service qui était rendu finalement aux propriétaires. Donc c'était une loi légitime. Ensuite, on a eu l'encadrement des loyers qui est venu complexifier les choses à Paris à partir de 2014, je crois. Donc ça fait quand même longtemps, 2014 ou 2016, je ne sais plus. Donc il faudra vérifier. Ça a été compliqué. Il y a eu des solutions. Avec le complément de loyer, c'est encore un autre sujet. Ensuite, on a eu la crise immobilière sur les taux de crédit. Enfin voilà, il y a toujours des choses. Et je crois que l'entrepreneur qui arrive à avoir du succès, c'est celui qui surmonte des obstacles. Et je vais citer quelqu'un que j'apprécie maintenant, qui s'appelle Thierry Vignal. Donc un coucou Thierry, je te renvoie la balle. Qui disait récemment qu'en fait, en tant qu'entrepreneur, on se muscle quelque part à gérer des problèmes. Au début, on commence, on a des petits problèmes, on se dit mais... Comment tu fais, Manuel, pour gérer autant de problèmes, des challenges sur le marché immobilier, gérer du personnel, tu as 150 personnes, c'est de l'humain, c'est pas facile. En fait, c'est pas arrivé d'un coup. On a géré des problèmes de plus en plus grands et petit à petit, en fait, tu es un sportif de haut niveau de la gestion de problèmes. C'est un petit peu ça. Et c'est pour ça que tu es payé. Et tu vois, je parlais avec un ami qui a plusieurs cabinets d'expertise comptable, c'est pareil. Il me dit, je gère des problèmes. Alors, c'est pas toujours que des choses, mais on est là pour ça. Tu vois, c'est des choses où quand plus personne ne peut répondre ou que la décision doit être prise par toi, ça te remonte à toi. C'est pas que des trucs négatifs d'ailleurs, c'est des challenges de marché, des orientations d'entreprise, et c'est ce qui fait que le job d'un CEO est hyper riche aussi, donc, et qu'on s'ennuie pas. Non mais c'est vrai, non, mais je suis assez d'accord, mais aussi donc à cet entrepreneur-là, il y a une partie vision, et où tu vois investissementlocatif.com dans 5 ans, même si c'est compliqué, je pense que vous avez réfléchi un peu où vous allez aller. C'est quoi un peu ta vision du marché, toi, où vous serez sur le marché un peu, pour savoir pour ça? Alors nous, on a envie de mapper plus de villes en France, on a envie potentiellement d'aller à l'international et on a envie de monter sur des opérations potentiellement plus grosses en complétant le modèle avec des opérations sur des bâtiments plus importants. Alors, on vous en dira plus en temps utile. Et à l'étranger, par curiosité, vous avez déjà pris quelques pays vous avez déjà commencé à regarder un peu le marché? Ouais. Ok. Ouais, alors on a quelques pays en Europe et moi je pense que je travaille pas de secret. Les États-Unis m'attirent pas pour tout. C'est loin d'être un modèle parfait si on parle de modèle social, etc. Il y a des super choses, mais il y a des choses moins bien. Mais pour l'entrepreneuriat, c'est un très gros marché. Il m'attire par sa taille. C'est un marché unique avec 350 millions de personnes qui ont un fort pouvoir d'achat. Donc j'ai rencontré plein d'entrepreneurs aux US ou même des Français qui sont allés là-bas. Donc c'est très compliqué d'aller aux US. Donc faut pas se dire j'ai un truc qui marche en France, j'arrive aux US. On repart de zéro. Personne ne t'a attendu. Déjà, même si tu as beaucoup de moyens, personne ne t'a attendu là-bas aux US. Ils sont très bons, le marché est concurrentiel et il y a de forts capitaux. Mais si tu réussis là-bas, c'est 10, 15 fois plus gros qu'en France. Quoi. Et ça, quand tu es entrepreneur, tu as envie de t'y frotter. Il y avait une grande d'ailleurs, une entreprise qui vous avait un peu fait la même chose aux États-Unis et vous avez dit, ok, ça peut être intéressant de prendre certains points ou... Non, récemment, j'en ai vu quelques-unes, mais c'est pas du tout là-dessus. C'est plutôt de me dire... je sais pas, j'ai envie de me frotter au marché US parce que j'ai des amis maintenant là-bas. Un nouveau challenge à mettre. Et je me dis, c'est quoi le next step, quoi. Donc, en tant qu'entrepreneur, on aime bien se dire, est-ce que j'en suis capable et aussi pour un changement de vie et de changement de vie, de vivre là-bas sur place pour développer un nouveau marché. Je pense qu'à un moment, dans ma vie d'entrepreneur, ça pourrait être intéressant. Super. Merci beaucoup, Manuel, pour ton temps. On Merci était ravis de toi. t'avoir accueilli ici. Avec plaisir. Merci beaucoup.